Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Sherlock Holmes, le signe des quatre d'Arthur Conan Doyle. C'est le quatrième et dernier épisode sur cette lecture. Ce soir, nous lirons donc le chapitre 11 et 12 qui clôture, bref, qui termine ce roman. Donc ça, ce sera aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à checker la description de la vidéo. Il y a dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettent de passer l'introduction, de passer les pauses dans ma lecture, ou d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. De la même manière que la barre de lecture est divisée en chapitrages. Donc voilà, en différentes parties que vous pouvez cliquer comme bon vous semble, c'est hyper facile, c'est simple comme bonjour, n'est-ce pas? D'ailleurs, bonsoir à tous ceux qui me rejoignent en live, merci d'être là, en plus dès le début, hyper au taquet, ça fait trop plaisir. Bonsoir Jumpy, bonsoir Lord Sid, bonsoir secrétaire, comment allez-vous chers amis, merci d'être là, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. On est sur le troisième live de la semaine, ça y est, on va dire qu'on est un peu à la moitié, parce que je pense que cette semaine il y aura 4 ou 5 lives, un truc comme ça. Enfin, justement, on va reparler de lives qui ont eu lieu plus tôt dans la semaine, et de lives à venir cette semaine vite fait. Mais bon, je vais pas faire trop long dans cette introduction. J'ai pas non plus une myriade de choses à dire, et surtout j'ai très envie de me lancer dans la lecture finale de cette œuvre, parce que ça y est, là on arrive au dénouement, j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire, le fin mot de l'enquête. Je vous invite tous à prendre à boire ou à manger, à vaquer à vos occupations dans le plus grand des délices. Oh, c'est délicieux. Bref, à passer un agréable moment en ma compagnie, chers amis. Santé à tous. Et du coup, merci Chéro qui passe faire un petit coucou à tout le monde. Merci Chéro, c'est super sympa, j'espère que tu vas bien également, même si on s'est déjà croisé tout à l'heure. Mais ça fait plaisir. Du coup, on va aller directement dans le vif du sujet avant d'entamer la lecture. Je voulais vous parler tout simplement des lives chaotiques. Ça y est, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé la semaine passée. En fait, c'est ouf parce que j'ai repris les lives uniquement la semaine passée. Et on arrive déjà à la fin de ce bouquin parce qu'il n'est pas très gros malgré tout. Ça m'étonne de l'avoir fini en seulement 2 semaines. Et du coup, je me dis, bon, ça doit faire longtemps que j'ai repris les lives de lecture, mais que nenni, ça fait qu'une semaine, enfin une grosse semaine, donc bon. C'est un peu perturbant. Bonsoir les couteaux portes, j'espère que tu vas bien également. Mais du coup, depuis que j'ai repris les lives cette saison, vous avez vu que le programme a un petit peu changé, notamment les lives de gaming qui ne sont plus dédiés à la journée de mercredi. Les lives de gaming maintenant pourront avoir lieu un peu n'importe quand, ainsi que tout un tas d'autres lives, des lives de musique, des lives d'illustration, même des lives de parlotte, etc. En grosso modo, dites-vous que il y a eu une sorte de déclic, une sorte de déblocage. J'ai franchi un cap, n'est-ce pas? Où avant, je me disais... Enfin, c'est pas que je me disais ça comme ça, mais c'est comme si je me sentais obligé de venir en live avec un concept bien structuré, etc. C'est comme si, voilà, ma manière de fonctionner, c'était de dire, bon je vais en live avec telle émission, je sais qu'il y aura telle partie à tel moment, etc., etc. Enfin voilà, j'avais un peu cette envie d'avoir les choses organisées, de savoir où j'allais, etc. Même si, donc, encore une fois, c'est quelque chose d'inconscient, je me suis jamais dit ça moi-même, mais bon bref. Mais disons que du coup, inconsciemment, je me refusais les trucs un peu plus à l'arrache, un peu plus improvisé, entre guillemets. Et en fait, il y a eu un petit déclic, on va dire, entre guillemets, avant la pause, puisque j'ai fait un live hors série sur la série Et si on lisait, justement. Et en gros, on a fait une tier list de toutes les œuvres que j'avais lues jusqu'alors avec vous en live, etc. Et en fait, c'était super sympa. On a passé une soirée juste à discuter, vous et moi, en faisant un peu tout et rien. Et en fait, c'était hyper sympa. Et au final, du coup, ça a produit l'effet que je me suis un peu détendu, on va dire. Ça m'a un peu détendu là-dessus, où je me suis dit, bah ok, tu peux faire aussi des lives
un peu plus à l'arrache, entre guillemets. En fait, le truc, c'est très con ce que je vais vous dire, mais pareil, ça agit sur d'autres endroits que vous ne percevez pas encore de mon esprit. Mais pareil, une phrase que je répétais extrêmement souvent et avec laquelle je reste encore assez d'accord, c'est que je disais, je me disais, et ça pour le coup je me le disais consciemment, j'ai pas envie de faire des émissions sur Twitch s'il n'y a pas une plus-value à ce que ça soit sur Twitch. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt de venir faire un live sur Twitch si, justement, si je venais en live sur Twitch et que je ne faisais que lire mon bouquin sans jamais vous parler en introduction ou en pause, partager les avis, qu'on discute ensemble de l'œuvre, etc. Je verrais pas l'intérêt. En gros, je vois pas l'intérêt d'amener, je voyais pas l'intérêt d'amener des émissions, des concepts, etc. sur Twitch si le fait d'être en live ne permettait pas des options qui n'auraient pas été possibles autrement et qui est du coup une plus-value. C'était un peu comme ça dans mon esprit, on va dire. Maintenant, je suis un peu plus libéré du cul et je me dis un peu plus, ok, c'est bon, ok, tu peux te prendre la tête à faire des émissions un peu plus chiadées et à te dire, ok, là ça vaut le coup parce que ça n'a jamais été fait, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a vraiment cette interaction, parce qu'il y a vraiment ceci, parce qu'il y a vraiment cela. Bref. Mais tu peux aussi juste prendre du fun à faire des choses simples, que tout le monde fait, et il n'y a aucun problème avec ça en fait. Enfin bref. Donc voilà. Là je suis en train de partir totalement en débat à deux balles, mais mon esprit est un peu complexe, hein, mon esprit est un peu torturé, n'est-ce pas? Mais du coup voilà, c'est vrai que je pouvais avoir ce genre de considérations, et encore une fois, il y a aussi beaucoup de ces considérations qui sont inconscientes en fait. Donc du coup je me refusais un peu à faire ce genre de choses. Et pourtant, j'ai fait un premier live chaotique, comme j'aime à appeler ça. Donc un premier live tout simplement pas prévu et puis qui avait pas vraiment de structure et ainsi de suite. Et c'était tout simplement une sorte de... réunion, entre guillemets, une sorte de réunion avec moi-même et avec vous. Puisque mercredi, je crois que c'était mercredi, je sais même plus. Ouais, si, ça devait être mercredi soir. Mercredi à 21h, du coup, j'ai fait un live qui sera pas disponible en diffusion sur YouTube d'ailleurs. Parce que pour le coup, je trouve qu'il est trop à l'arrache pour être en diffusion sur YouTube. Mais du coup, voilà, j'ai fait un live à l'arrache où pendant 2 heures, tout simplement, on a discuté un petit peu de. En gros, on a commencé vaguement les préparations de la prochaine édition des Jeux vidéo olympiques, donc le tournoi de jeux vidéo que j'organise. Et en fait, c'était super cool, encore une fois. On a passé 2 heures à vraiment parler de tout et de rien, et puis c'était vraiment complètement décousu, il n'y avait pas de... je savais à peu près ce que je voulais tirer de cette soirée, mais j'avais rien prévu de comment j'allais m'y prendre, dans quelle ordre, et ainsi de suite. Et au final, on s'est juste posé ensemble, on a juste discuté à cœur ouvert, et c'était vraiment sympathique. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait sur ces émissions, etc., parce que je vais dire que, encore une fois, même si c'est pas des considérations que je me fais forcément consciemment en lançant une émission, en lançant un live, etc., c'est des trucs peut-être sous-jacents que j'avais dans l'esprit enfoui quelque part. Et là, je me sens un peu plus détendu par rapport à ça et je me dis plus, oh, vas-y, fais ce que tu veux, fais des lives un peu à l'arraché et tout. De toute façon, c'est aussi ce qui se passe avec, par exemple, les lives de musique. Les lives de musique sont parmi les lives, si ce n'est les lives que j'ai préféré faire sur Twitch en vérité. Et pourtant, le premier live de musique que j'ai fait avec vous, c'est parti complètement n'importe comment. J'ai fini à faire du chant a cappella, du chant avec du pad en même temps. Enfin bon, toutes les 2 secondes, j'étais en mode, faut que je tente tel instrument, et puis j'allais chercher un instrument et jouer n'importe comment et tout. Enfin bon, bref. Et je chantais à tue-tête. Et en fait, pareil, ça a été vachement libérateur à me dire, ouais, en fait, je peux faire un peu plus ce que je veux sans trop me prendre la tête aussi. Donc, en live. Donc, voilà. Voilou, tout ça c'est du positif. Et du coup, au-delà de tout cela, qu'est-ce qui est ressorti de cette soirée de mercredi? Eh bien, il est ressorti ce que je voulais en ressortir, c'est-à-dire la liste des jeux. Elle n'est pas encore définitive, mais en tout cas exclue mondiale, puisque, comme je le disais, c'est encore sujet à potentiellement changer, et les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, j'ai pas encore fait le descriptif précis de ce qu'allaient être les épreuves, etc. Donc,
Dites-vous que là, vous êtes vraiment dans les préparations de préparation, quoi. Mais vous êtes dans les petits papiers, vous avez le droit de l'exclu. Sachez que, a priori, la liste des épreuves pour les Jeux vidéo olympiques seront sur Minecraft, sur League of Legends, sur Rocket League, sur Overwatch et sur Brawlhalla. Voili voilou, 5 jeux, 5 épreuves. Je reviendrai avec de plus en plus d'informations au fur et à mesure du temps. Mais sachez que du coup, maintenant que j'ai cette base, je vais pouvoir commencer à travailler là-dessus, à vraiment vérifier que ça va pouvoir fit, ça va pouvoir fonctionner, ça va pouvoir donner le tournoi que j'ai envie de faire. Donc ça va être un travail de plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'il y a aussi des choses à prendre en compte, comme attendre que Rocket League devienne gratuit, ce qui sera bientôt le cas, etc. etc. Donc voilà, il y a tout un tas de choses en préparation. Je vous donne la liste maintenant. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous entraîner sur ces jeux, mais sachez qu'il y a encore bien du temps avant que les Jeux vidéo olympiques édition live n'arrivent. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Une petite dernière chose là-dessus, je sais plus trop. Oui, oui. Sachez également que je ferai certainement, faut que je me motive et que je trouve la forme la plus efficace, on va dire, mais je ferai certainement à l'avenir une vidéo pour un petit peu expliquer comment fonctionnent les Jeux vidéo olympiques. Peut-être que ça aidera aussi à rameuter plus de participants, entre guillemets, et à ce que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, parce que j'essaie vraiment de faire quelque chose d'ouvert. Enfin, en fait, j'essaie vraiment de faire quelque chose d'arrangeant. Je sais à quel point ça peut être compliqué, par exemple, pour avoir personnellement organisé beaucoup de soirées de jeux de rôle, ou ce genre d'événement, entre guillemets, d'organisation à plusieurs personnes qui doivent se rencontrer, etc., au bon moment, et ainsi de suite. Je sais à quel point ça peut être un bordel, à quel point ça peut pas être facile, etc. Donc j'essaie vraiment d'être arrangeant au maximum sur tout un tas de critères. Sachez que il y a des moyens, par exemple si vous n'avez pas un jeu, parce qu'il est payant et que vous l'avez pas, ou parce qu'il est gratuit et que vous voulez pas l'avoir, vous voulez pas le télécharger, vous l'aimez pas, il marche pas sur votre PC, ou bien la soirée de cette épreuve, vous n'êtes pas disponible, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sachez qu'il y a des systèmes qui sont faits dans le tournoi pour que normalement ça ne vous pénalise pas. Notamment le fait que c'est un tournoi en équipe, vous vous inscrivez en équipe. Donc si l'un de vos membres ne peut pas jouer une épreuve, c'est pas grave. Les autres membres de votre équipe pourront très bien vous représenter sans que ça pénalise en quoi que ce soit les points. Ou bien si votre équipe ne participe absolument pas à une épreuve, c'est pas grave. Il y a l'épreuve de rattrapage qui vous permet de regagner entre guillemets la perte de points de cette épreuve non disputée avec une autre épreuve. Donc vous inquiétez pas, il y a tout un tas de systèmes qui sont mis en place. Si vous voulez participer aux Jeux vidéo olympiques, c'est ouvert à tous. Et si vous voulez, par exemple, sur la première édition, il y a quelqu'un qui a joué à un seul jeu. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le but de ce tournoi, c'est avant tout la bonne ambiance. Après, si vous voulez le prendre en mode compétition et aller à fond, vous donner le meilleur possible et puis atteindre le panthéon, être les premiers, les champions, ça peut être pris comme ça aussi, mais il n'y a pas de lot à gagner, il y a rien de grave. C'est vraiment juste pour s'amuser, donc si vous voulez participer à une épreuve, deux épreuves, 3, 4, 5, vous faites ce que vous voulez. Bref, tout est très arrangeant. Si vous voulez de plus en plus d'infos, tenez-vous au courant, j'en parlerai dans le futur et je ferai certainement une vidéo sur YouTube comme je le disais. Sinon, il y a déjà beaucoup d'informations sur les channels dédiés sur mon Discord. Voilou. Je pensais pas faire une parenthèse aussi longue sur les Jeux vidéo olympiques. Donc du coup, je vais pas parler des autres sujets que je comptais parler. On va plutôt se lancer dans la lecture. Je viens vous lire vite fait dans le chat. Alors, je viendrai au live chaotique si j'ai du temps, ça serait cool. Prends-toi pas la tête, on est là pour ta personne plus que pour le contenu. Alors, je sais bien qu'il y a ce truc-là sur Internet. Justement, il y a souvent ce truc-là. Est-ce qu'on est plus là pour un contenu, pour une personnalité, et ainsi de suite? Je sais pas si... Enfin, si, en vrai, ça serait hypocrite de dire ça. Moi aussi, je suis des gens pour leur personnalité, des fois. Plus que pour leur contenu, mais...
Je sais pas, des fois, je me dis, putain, ce serait cool que ce soit que le contenu qui soit mis en avant. Mais en même temps, je conçois que dans les faits, c'est surtout la personnalité qui prédomine, je pense. Dès que j'ai les horaires et le lot des jeux, je vais partager ici au Québec. Ah, c'est super gentil, leur site. Merci beaucoup. Bah écoutez, quelle douleur d'avoir téléchargé LOL. Ah bah Jumpy, t'es pas obligé de te forcer, hein. Si t'aimes pas le jeu, t'es pas obligé de participer à ce jeu-là, y a pas de souci. Écoutez les amis, on va se lancer comme je le disais. Grosso modo, tout ce que j'avais à dire, c'était juste... ouais. Je vais me taire, ça peut attendre. Je vais juste vous rappeler que dimanche à 15 h, il y aura bien entendu le live de la semaine sur la découverte de l'univers de League of Legends. Une nouvelle qui sera dédiée aux champions Lux et Garen. Et vous dire aussi qu'il est possible, mais plus ça vient, moins j'en suis sûr, que avant la fin de la semaine, il y ait un live de gaming sur Sea of Thieves avec Walkirax. Plus ça vient, moins j'en suis sûr, parce que j'ai pas mal de choses à faire dans les quelques jours qui restent, dans le week-end en fait qui reste. Donc je sais pas si j'aurai le temps d'organiser ça. Mais voilà, surveillez Facebook, Discord et Twitter, il y a moyen. Sinon on se retrouve sur Discord bien entendu, non pas en live, mais sur Discord pour la permanence du dimanche. Je déteste le mot permanence, faut que je trouve un mot qui me plaise pour décrire cette chose. Mais oui, du coup, si vous voulez, on se retrouve de toute manière sur Discord dimanche de 11 h à minuit. Vous savez que c'est un nouveau créneau que j'ai instauré pour pouvoir parler, partager avec vous, etc. Et d'ailleurs, ça pourra être un très bon espace de test pour les Jeux vidéo olympiques. Je compte bien les dimanches où des gens sont chauds et où des gens sont disponibles, faire des tests par exemple, voir si les épreuves fonctionnent, combien de temps elles prendraient à peu près, etc. etc. Donc ouais, si vous voulez si vous voulez faire partie, si vous voulez aider en fait, tout simplement, si vous voulez m'aider à rendre les Jeux vidéo olympiques possibles, votre aide est fortement appréciée si vous voulez, ces dimanches-là, de 21 h à minuit. Vous serez dans le labo avec moi. On fera des expérimentations. Voilà, walou. Bisous, chéro. À une prochaine. Bye bye, bye bye. Sur ce, les amis, on va pouvoir entamer la lecture. Comme d'habitude, sur cette lecture de Sherlock Holmes, le signe des quatre, je vous le répète, mais malheureusement, étant donné que c'est une enquête, un roman policier en quelque sorte, de détective, je trouve ça très très compliqué en fait à résumer. Et je pense que le mieux c'est de pas résumer, c'est de peut-être se faire les 4 lectures à la suite presque, parce que en fait tous les événements s'imbriquent les uns dans les autres directement quoi, et construisent l'histoire logique. Donc ouais, je pense malheureusement que c'est compliqué de vous faire un résumé, tout simplement pour replacer les wagons si vous avez suivi jusque là. Je vous rappelle qu'on en était à un moment spécifique puisque on en était au moment où Holmes et Watson notamment avaient pris en chasse presque en course-poursuite en fait en bateau sur la Tamise deux suspects importants quant à l'affaire qui nous occupe dans cette œuvre et qu'ils ont réussi à les arrêter, l'un des deux même s'étant a priori noyé dans la Tamise, etc. Enfin bon bref. Donc voilà, c'est exactement à cet endroit-là qu'on est. Comme ça, vous savez. Ce rendez-vous hebdomadaire, et oui. Le salon du week-end, je propose. Ouais, je sais pas trop comment l'appeler, J'avais inventé un mot valise que j'aimais bien pour dire le week-end. J'aimais bien dire samedi-dimanche. Mais en même temps, c'est que le dimanche. Donc je sais pas. Bref, je vous souhaite à tous une bonne écoute, ceux qui êtes encore là. Bonne écoute, l'écoute aux portes. Jumpy, Lord Sith, secrétaire, et du coup Chéro plus là. Donc bonne écoute à vous quatre, bonne écoute à ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause, qui devrait arriver assez rapidement. Parce que le premier chapitre de ce soir ne dure que 10 pages. Par contre, celui d'après, il fait genre 40 pages. Donc je pense que je vais faire une pause après ce chapitre, très courte, et après on fera le long chapitre d'un seul coup. Bref, à tout à l'heure. 11. Le grand trésor d'Agra. Notre prisonnier s'assit dans la cabine en face du coffre en fer, pour la possession duquel il avait tant attendu et lutté.
Il avait le regard hardi, le teint hâlé. Sa figure était parcourue par un réseau de rides. Ses traits burinés, couleur acajou, indiquaient une dure vie de plein air. Son menton barbu agressif témoignait qu'il n'était pas homme à se laisser facilement détourner de son but. Il devait avoir 50 ans. Ses cheveux noirs bouclés étaient abondamment parsemés de fils gris. Détendu, son visage n'était pas déplaisant, mais d'épais sourcils et la saillie du menton lui donnaient dans la fureur une expression terrible. Menottes aux mains, tête inclinée sur la poitrine, il était assis, et ses yeux vifs clignotaient vers le coffre, cause de tous ses méfaits. Dans son maintien rigide et contrôlé, je crus discerner plus de tristesse que de colère. Il leva les yeux vers moi, une fois. Il y avait comme une étincelle d'humour dans son regard. « Eh bien, je regrette que cette affaire en soit venue là, Jonathan Small, » dit Holmes en allumant un cigare. « Et moi donc, monsieur, » répondit-il. « Je ne crois pas que je parviendrai à me disculper du meurtre, et pourtant je peux vous jurer sur la Bible que je n'ai jamais levé la main sur monsieur Sholto. C'est Tonga, ce chien d'enfer, qui lui a décoché une de ces damnées fléchettes. Je n'y ai absolument pas participé, monsieur. J'étais aussi désolé que s'il avait été quelqu'un de ma famille. J'ai battu le petit diable avec le bout de la corde, mais la chose était faite. Je ne pouvais plus y remédier. « Tenez, prenez un cigare, » dit Holmes. « Et vous feriez mieux d'avaler une gorgée de whisky, car vous êtes trempé. Mais dites-moi, comment espériez-vous qu'un homme aussi petit et faible que ce noir puisse s'emparer de M. Sholto et le maintenir pendant que vous grimpiez avec la corde ? Vous semblez en savoir autant que si vous aviez été là, monsieur. La vérité, c'est que j'espérais trouver la chambre vide. Je connaissais assez bien les habitudes de la maison, et M. Sholto descendait généralement dîner à cette heure-là. Je ne veux rien cacher dans cette affaire. Ma meilleure défense est encore de dire la simple vérité. Si ça avait été le vieux major, c'est le cœur léger que je l'aurais envoyé de l'autre côté. Je l'aurais égorgé avec des involtures. La même, tenez, que celle avec laquelle je fume ce cigare. Quelle poisse! Dire que je vais être condamné à cause du jeune Sholto. Je n'avais vraiment aucun motif de me quereller avec lui. Monsieur Athelney Jones de Scotland Yard est responsable de vous. Il va vous conduire chez moi. Je vous demanderai un récit véridique de l'histoire. Si vous êtes absolument franc, si vous ne dissimulez rien, j'espère pouvoir vous venir en aide. Je pense qu'il me sera possible de prouver que le poison agit d'une manière si foudroyante que l'homme était mort avant même que vous ayez atteint la chambre. Pour cela, il l'était, monsieur. Jamais de mon existence je n'ai reçu un tel choc que quand je l'ai vu, la tête sur son épaule, me regardant en ricanant pendant que j'entrais par la fenêtre. Cela m'a bien secoué, monsieur. J'aurais à moitié tué Tonga s'il ne s'était enfui. C'est pour ça qu'il a laissé sa massue et quelques-unes de ses fléchettes, d'après ce qu'il m'a dit. Je suis sûr que cela vous a mis sur nos traces, hein? Quoique je ne vois pas comment vous êtes parvenus à nous suivre jusqu'au bout. Je ne vous en porte pas rancune, vous savez. Mais il est tout de même étrange que me voilà ici, alors que j'ai un droit légitime à posséder un demi-million de livres. J'ai passé la première moitié de ma vie à construire une digue dans les Andaman. J'ai eu une bonne chance de passer la dernière à creuser des tranchées à Dartmoor. Funeste jour que celui où j'ai vu Ashmet le marchand et le trésor d'Agra. Ce trésor, monsieur, a toujours été une malédiction pour ses détenteurs. Le marchand a été assassiné. Le major Sholto a vécu dans la peur et la honte. Quant à moi, ce trésor ne m'a rapporté que toute une vie d'esclavage. À ce moment, Athelney Jones passa sa tête ronde. « Mais c'est une vraie réunion de famille, lança-t-il. Je crois, Holmes, que je vais goûter un peu de votre whisky. Eh bien, je pense que nous sommes en droit de nous féliciter mutuellement. Il est dommage que nous n'ayons pas pris l'autre vivant, mais nous n'avions pas le choix. En tout cas, Holmes, vous avouerez que nous les avons eus de justesse. Il a fallu donner toute la vapeur. » « Tout est bien qui finit bien, » dit Holmes. Mais j'ignorais en effet que l'aurore était si rapide. « Smith dit que sa chaloupe est l'une des plus rapides sur le fleuve, et que s'il avait eu un autre homme aux machines pour l'aider, nous ne l'aurions jamais rattrapé. Il jure ne rien savoir du meurtre de Norwood. »« C'est vrai, » s'écria notre prisonnier. « Je ne lui en ai pas soufflé mot. J'ai porté mon choix sur sa chaloupe parce que j'avais entendu dire qu'elle filait comme le vent. Mais c'est tout. Je l'ai bien payé, et je lui avais promis une belle récompense s'il nous amenait à l'Esmeralda, à Gravesend, en instance de départ pour le Brésil. »« Eh bien, s'il n'a fait rien de répréhensible, nous veillerons à ce qu'il ne lui arrive pas de mal. Nous sommes assez rapides lorsqu'il s'agit d'attraper des types, mais nous le sommes moins pour condamner. » Il était divertissant de voir Jones se donner déjà des airs importants, maintenant que la capture était faite. J'aperçus un léger sourire sur le visage de Sherlock Holmes,
à qui ce changement d'attitude n'avait pas échappé. « Nous allons arriver au pont de Vauxhall, dit Jones. « Docteur Watson, je vais vous mettre à terre avec le coffre au trésor. Je n'ai pas besoin de vous dire que, ce faisant, j'endosse une très grave responsabilité. Ce n'est absolument pas dans les règles. Mais la chose était convenue, je ne me dédie pas. Mon devoir m'oblige cependant à vous faire accompagner par un inspecteur, à cause de la grande valeur de ce coffre. Vous irez en voiture, sans doute ? » »« Oui, je me ferai conduire. »« Il est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de clé, afin que l'on puisse procéder à un inventaire préliminaire. Vous serez obligé de forcer la serrure. Dites-moi, Small, où est la clé ? » ?»« Au fond de la rivière. » »« Il était vraiment inutile de nous infliger cette contrariété supplémentaire. Vous nous avez donné assez de mal. En tout cas, docteur, je n'ai pas besoin de vous recommander la plus grande prudence. Ramenez-nous le coffre à Baker Street. Nous vous y attendrons avant de nous rendre au dépôt. » Ils me débarquèrent à Vauxhall, moi et le lourd coffre de fer, plus un inspecteur costaud et sympathique. Une voiture nous conduisit chez Madame Cecil Forrester en moins d'un quart d'heure. La femme de chambre parut surprise d'une visite si tardive. Elle expliqua que Madame Forrester était sortie pour la soirée et rentrerait probablement très tard. Mais Mademoiselle Morstan était dans le salon. Je me fis introduire au salon avec mon coffre. L'inspecteur accepta de demeurer dans la voiture. Elle était assise près de la fenêtre ouverte, habillée d'une robe blanche diaphane que relevait une touche écarlate au cou et à la taille. Adoucie par l'abat-jour, la lumière de la lampe éclairait harmonieusement son visage délicat et donnait un éclat métallique aux boucles de son opulente chevelure. Appuyée au dossier de son fauteuil en rotin, un de ses bras pendant sur le côté, elle avait une pose triste et pensive. Pourtant, en m'entendant entrer, elle sauta sur ses pieds et ses joues pâles s'enfiévrèrent de surprise et de plaisir. « J'avais bien entendu une voiture s'arrêter devant la porte, » fit-elle. « Je pensais que Madame Forrester revenait bientôt, mais je n'aurais jamais cru que ce pût être vous. Quelles nouvelles m'apportez-vous ? » ?»« Mieux que des nouvelles, dis-je, et je déposai le coffre sur la table. Mon cœur était lourd, et cependant je m'efforçai à la jovialité. « Je vous apporte quelque chose qui vaut plus cher que toutes les nouvelles du monde. Je vous apporte une fortune. » Elle jeta un coup d'œil sur la cassette. « Ainsi donc, voilà le trésor ? » demanda-t-elle. Sa voix exprimait un détachement ineffable. « Oui, c'est le grand trésor d'Agra. Une moitié revient à Tadeusz Sholto, et l'autre vous appartient. Vous aurez chacun quelque 200 000 livres. Vous représentez-vous ce que c'est ? Il y aura peu de jeunes filles en Angleterre qui seront plus riches que vous. N'est-ce pas merveilleux ? » Sans doute avais-je un peu exagéré mes manifestations d'enthousiasme, et le ton de mes compliments n'était pas entièrement convaincant. Je la vis hausser légèrement le sourcil et me regarder curieusement. « Si je l'ai, dit-elle, c'est bien grâce à vous. »« Non pas, répondis-je, pas à moi, mais à mon ami Sherlock Holmes. Avec la meilleure volonté du monde, je n'aurais jamais pu démêler cet écheveau. D'ailleurs, nous avons bien failli perdre ce trésor en fin de compte. Asseyez-vous, docteur Watson. Je vous en prie, racontez-moi tout. » Je lui narrai brièvement les événements tels qu'ils s'étaient déroulés depuis que je l'avais vu. La nouvelle méthode de recherche qu'avait employée Holmes, la découverte de l'aurore, la venue d'Athelney Jones, nos préparatifs et la course folle sur la Tamise. Yeux brillants, lèvres frémissantes, elle écouta le récit de nos aventures. Lorsque je parlais de la fléchette qui nous avait manqué de si peu, elle devint pâle, comme si elle allait s'évanouir. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle tandis que je lui tendais un verre d'eau. « Rien qu'un léger malaise. Ça a été pour moi un choc quand j'ai compris que j'avais exposé mes amis à un aussi horrible péril. »« Ce n'est plus que du passé, » répondis-je. « Laissons de côté ces tristes détails. Parlons de quelque chose de plus gai. Le trésor est là. Que pourrait-il y avoir de plus gai ? J'ai obtenu l'autorisation de l'amener avec moi, pensant qu'il pourrait vous plaire d'être la première à le voir. »« Cela m'intéresserait beaucoup, » dit-elle. Sa voix marquait peu d'empressement. Mais sans doute pensait-elle qu'il serait peu aimable de paraître indifférente devant un trophée qui avait été si difficile à conquérir. « Quel beau coffre !» fit-elle en l'examinant. « Je suppose qu'il a été confectionné aux Indes ?»« Oui, à Bénarès. »« Et si lourd !» s'exclama-t-elle en essayant de le soulever. « Le coffre à lui seul doit avoir de la valeur. Où est la clé ?»« Small l'a jetée dans la Tamise, » répondis-je. « Il va falloir emprunter l'un des tisonniers de Madame Forrester. » Il y avait sur le devant du coffre un large et solide fermoir qui représentait un Bouddha assis. Je parvins à introduire par-dessous l'extrémité du tisonnier et j'exerçai une action de levier. La serrure céda avec un claquement bruyant. D'une main tremblante, je soulevai le couvercle.
Nous restâmes tous deux pétrifiés. Le coffre était vide. Rien d'étonnant à ce qu'il fût si lourd. Le fer forgé, épais de près de 2 centimètres, l'enveloppait complètement. Il était soigneusement fait, massif et robuste. Le coffre avait été certainement fabriqué dans le but de contenir des objets de grand prix. Mais à l'intérieur, pas le moindre fragment, pas le plus petit débris de métal ou de pierres précieuses. Le coffre était absolument et complètement vide. « Le trésor est perdu, » dit mademoiselle Morstan avec un grand calme. Lorsque j'entendis ces mots, et que je compris leur plein sens, il me sembla qu'une grande ombre s'éloignait de mon âme. J'ignorais à quel point ce trésor d'Agra avait pesé sur moi. Je ne m'en rendis compte qu'au moment où je le vis enfin écarté. C'était égoïste sans aucun doute. C'était déloyal, méchant de ma part. Mais je ne pensais plus qu'à une seule chose. Le mur d'or avait disparu entre nous. « Merci, mon Dieu !» m'écriai-je du plus profond de mon cœur. Elle eut un sourire furtif et me regarda d'un air interrogateur. « Pourquoi dites-vous cela ?»« Parce qu'à nouveau vous voici à ma portée, dis-je, en posant ma main sur la sienne. Parce que, Mary, je vous aime, aussi sincèrement que jamais homme aima une femme. Parce que ce trésor, avec toute votre richesse, me scellait les lèvres. Maintenant qu'il a disparu, je puis vous dire combien je vous aime. Voilà pourquoi j'ai dit merci, mon Dieu. » « Alors, dans ce cas, moi aussi je dis merci, mon Dieu, » murmura-t-elle. Quelqu'un avait sans doute perdu un trésor cette nuit-là, mais moi, je venais d'en conquérir un. Et c'est la fin du chapitre 11, les amis. On se marque une très courte pause. Très courte pause parce que, comme je le disais, le premier chapitre de ce soir était très court, c'était une dizaine de pages grosso modo, donc ça doit faire une dizaine de minutes que je suis en train de lire seulement. Donc voilà, on va reprendre rapidement sur le chapitre suivant, sachant que le chapitre suivant est le chapitre 12 et le dernier de cette œuvre, qui pour le coup fait pas mal de pages. Alors attendez, 100... Ouais, en gros je vais lire à peu près 35 pages d'un coup, quoi. À peu près. Donc voilà, je vais faire une toute petite pause, mais quand même prendre mon souffle, parce que là je vais avoir 35 pages à faire d'un coup. Donc voilà, faut que je sois prêt. Mais on va se lancer dans de bonnes conditions. Et du coup, le Jérôme, merci d'être passé. Ça me fait plaisir, je sais pas si tu es toujours là, mais merci de repasser en tout cas. Jérôme, avec qui je suis confrère, n'est-ce pas, de jeux de rôle. Et d'ailleurs, on arrive à la dernière partie de jeux de rôle qu'organise Cora. Donc si vous voulez nous voir dans notre toute dernière partie de jeu de rôle sur The Twitcher, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera jeudi à 21h sur la chaîne de Cora Live. Et n'hésitez pas d'ailleurs à checker aussi la chaîne de Jérôme Légendaire, parce que le Jérôme Légendaire fait des dessins de qualité assez phénoménale. Et j'ai beaucoup apprécié ce petit chapitre, parce que du coup, on commence à avoir pas mal de choses qui se mettent en place. Alors, commence à y avoir beaucoup de personnages. Donc du coup, je suis un peu perdu dans les voix que j'avais fait jusqu'alors et dans les nouvelles voix que j'aurai en plus implémentées. Donc c'est un peu compliqué de m'y retrouver, je dois avouer. Mais j'ai beaucoup apprécié ce chapitre parce que du coup, l'arrivée de Jonathan Small vient un peu chambouler les choses. Justement, je trouve ça très cool le fait que le narrateur, donc Watson, mette en exergue ce petit détail, mais le fait qu'il ait changé de comportement d'un coup, etc. Enfin voilà. On est clairement sur un énorme suspect, sur un coupable qui peut-être essaie de se délester d'une partie de ce dont on l'accuse. Donc c'est hyper intéressant, et là pour démêler le vrai du faux, ça va être très intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de voir la discussion finale entre lui et Sherlock Holmes, parce que là justement c'est ça qui va me faire kiffer personnellement, c'est qu'on va entrer dans la phase finale de toute enquête de Sherlock Holmes, je pense, c'est-à-dire une sorte de monologue virtuose de Sherlock Holmes qui va tout ranger dans l'ordre et dire de A à Z comment ça s'est passé, et ça je trouve ça très très cool dans le genre policier, mais je trouve ça d'autant plus iconique de Sherlock Holmes, et hyper intéressant justement, parce que ça replace tout le livre en fait, ça remet dans l'idée du lecteur que, ah oui, tout est logique, tout est construit,
Donc c'est vraiment le moment de, ouais, de virtuose comme ça. Bonsoir, bonjour. Ce pseudo, ça me fait rire. Désolé, hein, c'est pas contre toi, mais bonsoir, bonjour, ça me fait rire. Et bonsoir également le bosquet de Kain. Bienvenue, bienvenue. Comme je te mentionnais, ça me fait étrange d'entendre un accent français sur du Sherlock Holmes. Ah, j'avoue que je vais pas commencer à essayer de faire des accents britanniques ou quoi que ce soit. J'aurais peur de tomber dans la caricature pour le coup. Je peux tenter quand je me sens à la limite, mais ouais, c'est assez rare que... Ça arrive fréquemment que je fasse des voix. Ça arrive très très peu fréquemment que je fasse des accents, je pense. Dans toutes les lectures que j'ai fait jusqu'alors. Donc voilà, il y avait ça qui était très intéressant et du coup qui donne vraiment envie pour la fin. Parce que là j'ai envie de voir comment ça va se dénouer, quoi. J'ai envie de voir le vrai du faux, enfin le taux d'implication de Jonathan Small, de l'autre personnage qui est perdu dans la Tamise. Comment il s'appelait déjà? C'était Tonga, je crois. Ouais, c'est ça, Tonga. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et bien entendu les explications, puisque quelle explication Sherlock Holmes va-t-il trouver au fait que le coffre soit vide? Donc ouais, il y a tout un tas de choses en suspens qui me bottent beaucoup. Et en effet, comme le mentionnaient les couteaux portes, très romantique Watson. Je m'y attendais encore une fois pas du tout. Alors je l'ai déjà dit dans les lives précédents, mais c'est vraiment un ingrédient que je m'attends pas à voir dans du Sherlock Holmes, du romantisme, de l'amour, une histoire d'amour. Mais alors, en plus avec Watson, qui est le narrateur, donc du coup ça ajoute quelque chose de très bizarre, parce que du coup si c'est le narrateur, comment dire, vu que c'est un personnage mais à la fois le narrateur, bah ça devient beaucoup plus prégnant, ça devient beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de place dans l'histoire si c'est le narrateur qui parle de ce genre de choses. Enfin, en gros ça prend beaucoup plus de place dans l'histoire quand c'est le narrateur qui parle de quelque chose plutôt qu'un personnage. Donc là, du coup, ouais, d'un seul coup, ça devient quelque chose de première importance presque. Et d'ailleurs, ça a été filé un petit peu comme ça tout au long, de manière un petit peu sporadique, mais d'ailleurs, ça se dit pas. Attendez, j'ai peur de dire une merde, et comme d'habitude, vous le savez, il ne faut pas avoir peur du dictionnaire. Si vous n'êtes pas sûr, vous regardez. Qui apparaît se produit ça et là d'une manière irrégulière. Voilà, c'est bon, j'ai raison. Donc voilà, ça s'est produit de manière un peu sporadique tout au long de l'œuvre. Ça a été filé un petit peu cette histoire d'amour, mais quand même c'était pas un sujet important, enfin j'avais l'impression. Et là d'un coup ça devient quelque chose de central, donc c'est assez marrant. C'est assez marrant et ça va jusqu'à la déclaration d'amour et la déclaration d'amour réciproque. Donc je m'y attendais pas du tout. Très heureux pour Watson, bien joué à toi, félicitations. Mais vraiment je m'y attendais pas. Oui, il me fait peur le dictionnaire, il me regarde mal. Mais non, il est gentil le dictionnaire, il faut lui faire des gratouilles. Mais ouais, c'est vrai que ouais, j'en ai déjà parlé dans tout un tas de lives pour le coup. Mais le dictionnaire, c'est un copain. Moi, depuis que je suis jeune, depuis de nombreuses années, je pense, j'ai commencé à faire ça quand, tiens. Je pense que ça doit être au collège que j'ai commencé à faire ça en sixième, je pense. Dès qu'il y a un mot que je connais pas, je vais checker. Parce que déjà, je suis curieux. J'aime bien l'étymologie des mots aussi. Je trouve ça hyper intéressant, l'étymologie des mots. Et en fait, c'est devenu une habitude et une habitude que je trouve trop cool. Je sais pas, c'est comme si, quelque part, c'est comme si tu faisais de l'archéologie, quoi. Genre, tu vas découvrir qu'est-ce que ce mot veut dire vraiment et pourquoi il veut dire ça si tu t'intéresses à l'étymologie. Dans quel cadre il peut être utilisé, avec quel mot qui l'environne, etc. Et du coup, bah pareil, il prend différentes teintes selon les mots qui l'environnent. Enfin bon, bref. Donc du coup, ouais, je vois vraiment ça comme une sorte de petite exploration, de petite découverte, de petite phase archéologique. Je trouve ça trop marrant. Moi, quand j'étais gauche, je lisais une page du Dico par jour. Après, j'ai eu une vie. Ah ouais, déterminée. Bah, c'est marrant parce que j'ai rencontré quelqu'un IRL qui a lu le dictionnaire plusieurs fois. Et j'étais là, quoi? J'avais déjà entrepris cette entreprise. À plusieurs occasions. Mais je crois que je me suis toujours arrêté à A ou B.
parce que c'est long quand même. Mais c'est intéressant, mais c'est long. Pas tant que ça à penser qu'il plante sa femme pour partir à l'aventure avec Sherlock. J'ai pas compris leur site. J'ai pas compris ton dernier message. Bien les amis, trêve de bavardage parce qu'encore une fois je parle, je ne m'arrête jamais. On va repartir sur la lecture parce que j'ai déjà fait une pause de 10 minutes alors que j'ai fait qu'une lecture de 10 minutes, c'est un peu ridicule. Cette fois-ci, je pars pour une lecture qui va durer facilement 30 à 40 minutes je pense. Peut-être même 45-50. C'est le dernier chapitre. L'ultime chapitre de ce roman qui clôture ce roman. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'outro du live. Bonne écoute à tous, vous êtes beaucoup maintenant, donc je ne vais pas citer les pseudos de tout le monde. D'ailleurs, merci à vous tous, ça me fait très plaisir. Mais que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, je vous souhaite à tous une bonne écoute pour cet ultime chapitre et à tout à l'heure. « 12. L'étrange histoire de Jonathan Small. C'était sûrement un trésor de patience que devait posséder l'inspecteur qui m'attendait dans la voiture, car je m'attardais longtemps près de la jeune fille. Mais le visage du policier s'assombrit lorsque je lui montrai le coffre vide. « Zut, voilà la récompense disparue, fit-il d'un ton maussade. Pas d'argent, pas de prime. Le travail de cette nuit aurait bien rapporté 10 shillings chacun à Sam Brown et à moi, si le trésor avait été retrouvé. Monsieur Thaddeus Sholto est riche, dis-je. Il veillera à ce que vous soyez récompensé, même sans trésor. Mais l'inspecteur secoua la tête d'un air abattu. C'est du mauvais travail, répéta-t-il. Et monsieur Athelney pensera la même chose. Il ne se trompait pas. Le détective pâlit lorsque, parvenu à Baker Street, je lui montrai le coffre vide. Tous trois, Holmes, le prisonnier et lui, venaient d'arriver. Ils avaient modifié leurs plans et décidé de se présenter à un commissariat sur leur chemin. Mon ami était vautré dans le fauteuil avec sa nonchalance coutumière, tandis que Small se tenait droit sur sa chaise. Comme j'exhibais le coffre vide, il s'adossa confortablement pour éclater de rire. Voilà encore un de vos... Pardon. Voilà encore un de vos méfaits, Small, dit Athelney Jones furieux. Oui, je l'ai planqué dans un endroit d'où vous ne pourrez jamais le sortir, cria-t-il. Ce trésor m'appartient. Puisque je ne pouvais en jouir, j'ai pris bougrement soin à ce que personne ne le récupère. Je vous dis que pas un être humain au monde n'y a droit, en dehors de 3 bagnards en train de pourrir aux Andaman et de moi-même. Je ne peux pas en jouir et eux non plus. J'ai toujours agi pour eux autant que pour moi. Le signe des 4 a toujours existé entre nous. C'est pourquoi je suis sûr qu'il m'approuverait d'avoir jeté le trésor dans la Tamise, plutôt que de le voir tomber entre les mains d'un parent de Sholto ou de Morstan. Ce n'est tout de même pas pour les rendre riches qu'Ahmet est mort. Vous trouverez le trésor là où se trouve déjà la clé et le petit Tonga. Lorsque j'ai compris que votre chaloupe nous rattraperait sans faute, j'ai lancé les joyaux dans la flotte. Résignez-vous, il n'y aura pas de roupie pour vous. Vous essayez de nous tromper, Small, dit Athelney Jones sévèrement. Si vous aviez voulu jeter le trésor dans la Tamise, il vous aurait été plus facile d'y jeter tout le coffre. Plus facile pour moi de le jeter, mais plus facile pour vous de le repêcher, hein, rétorqua-t-il avec un regard rusé. L'homme qui était assez adroit pour m'attraper l'aurait été suffisamment encore pour retirer du fond du fleuve un coffre en fer. Ce sera plus difficile maintenant, car ils sont éparpillés sur plus de 8 kilomètres. Dame, j'ai eu le cœur brisé en les jetant. J'étais à moitié fou lorsque j'ai vu que vous alliez nous rejoindre, mais il ne servait à rien de se lamenter. Dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas, et j'ai appris à ne pas pleurer devant les pots cassés. Vous avez fait là une chose très grave, Small, dit le détective. Si vous aviez aidé la justice au lieu de la contrarier ainsi, vous en auriez bénéficié au cours de votre jugement. La justice, gronda l'ancien bagnard. Une belle justice, oui. À qui appartient ce butin, si ce n'est à nous? Quelle justice est-ce donc qui demande que je l'abandonne à des gens qui n'y ont aucun droit? Moi, je l'avais gagné.
20 longues années dans ces marécages dévastés par la fièvre, au travail tout le jour sous les palétuviers, enchaîné toute la nuit dans des baraques repoussantes de saleté, harcelé par les moustiques, secoué par les fièvres, malmené par tous ces gardes noirs trop heureux de s'en prendre aux blancs. Voilà comment j'ai conquis le trésor d'Agra. Et vous venez me parler de justice parce que je ne peux supporter l'idée d'avoir tant souffert à seule fin qu'un autre en profite? Mais j'aimerais mieux être pendu 10 fois, ou avoir dans la peau une des fléchettes de Tonga, plutôt que de vivre dans une cellule, en sachant qu'un autre homme prend ses aises dans un palais grâce à une fortune qui m'appartient. Small s'était départi de son impassibilité. Laissant libre cours à ses sentiments, débitant son discours en un torrent de mots bousculés, il avait des yeux flamboyants. Ses mains s'agitaient avec passion et les menottes s'entrechoquaient bruyamment. À voir cette fureur déchaînée, je compris que la terreur qui avait saisi le major Sholto à l'annonce de son évasion était fort bien fondée. « Vous oubliez que nous ne savons rien de tout cela, » dit Holmes tranquillement. « Nous n'avons pas entendu votre histoire et ne pouvons juger si le bon droit était originellement de votre côté. »« Monsieur, vous m'avez traité avec humanité. Pourtant, c'est à vous que je suis redevable de ces bracelets. Allez, je ne vous en veux pas. C'est la règle du jeu. Je n'ai aucune raison de vous taire mon histoire si vous désirez la connaître. Ce que je vais vous dire est la vérité du bon Dieu. Je vous l'affirme. Oui. Merci, posez le verre à côté de moi. J'aurai peut-être la gorge sèche. Je suis né près de Pershore, dans le Worcestershire. Si vous allez y voir, vous trouverez un tas de Small par là-bas. J'ai souvent eu l'idée d'aller faire un tour dans la région, mais, comme à la vérité je n'ai jamais été un motif d'orgueil pour ma famille, je me demande si l'on aurait été très heureux de me revoir. Ce sont tous des petits fermiers bien établis, allant à l'église bien connue, bien respectée dans les environs. Moi, en revanche, j'ai toujours été un peu tête brûlée. Enfin, vers l'âge de 18 ans, je ne leur ai plus causé d'ennui. Mêlé à une violente bagarre au sujet d'une fille, je ne pus m'en sortir qu'en m'engageant dans le 3e des bœufs, qui était sur le point de partir pour les Indes. Cependant, je n'étais pas destiné à demeurer longtemps militaire. J'avais juste fini d'apprendre le pas de loi et le maniement de mon mousqueton lorsque je fus assez fou pour prendre un bain dans le Gange. Heureusement pour moi, John Holder, le sergent de la compagnie, était dans l'eau au même moment, et c'était l'un des meilleurs nageurs de l'armée. J'étais à mi-chemin de l'autre rive lorsqu'un crocodile m'attrapa la jambe droite, qu'il sectionna au-dessus du genou, aussi proprement qu'un chirurgien. Je me suis évanoui sous le choc, avec l'hémorragie, et j'aurais coulé si Holder ne m'avait rattrapé et ramené au rivage. Je suis resté 5 mois à l'hôpital. Lorsque enfin j'en suis sorti, boitant avec ce pilon de bois attaché à mon moignon, je me suis trouvé réformé et inapte à toute occupation active. Comme vous voyez, la malchance déjà ne m'épargnait pas. Je n'étais plus qu'un infirme inutile, et je n'avais pourtant pas encore 20 ans. Cependant, mon infortune me valut bientôt un bienfait. Un type, Abel White, qui était venu pour des plantations d'indigo, cherchait un contremaître pour surveiller les indigènes et les faire travailler. C'était un ami de notre colonel, lequel s'intéressait à moi depuis mon accident. Abrégeons une longue histoire. Le colonel appuya chaleureusement ma candidature, et comme le travail se faisait la plupart du temps à cheval, mon infirmité n'entrait pas en ligne de compte. Mon moignon était en effet assez long pour me permettre de rester bien en selle. Mon travail consistait à parcourir la plantation à cheval, à surveiller les hommes au travail et à signaler les feignants. Le salaire était convenable, mon logement confortable. Dans l'ensemble, je n'aurais pas été mécontent de passer le reste de ma vie dans la plantation d'indigo. Monsieur Abel White était un homme de cœur. Il venait souvent me rendre visite et fumer une pipe avec moi, car là-bas, les Blancs sont plus amicaux les uns envers les autres qu'on ne le sera jamais chez nous. Mais il était dit que je n'aurais jamais longtemps la chance pour moi. Soudain, son signe précurseur, la grande révolte éclata. Le mois précédent, l'Inde était aussi tranquille et paisible en apparence que le Surrey ou le Kent. 30 jours plus tard, le pays était un véritable enfer, livré à 200 000 diables noirs. Évidemment, vous connaissez la question, messieurs. Mieux que moi, probablement, car la lecture n'est pas mon fort. Je sais seulement ce que j'ai vu de mes propres yeux. Notre plantation était située à Moutra, au bord des provinces du Nord-Ouest. Nuit après nuit, le ciel s'embrasait à la lueur des bungalows en flammes. Jour après jour, de petites caravanes d'Européens passaient à travers notre propriété avec femmes et enfants, en route pour Agra, où se trouvaient les troupes les plus proches. Abel White était un homme têtu. Il s'était mis dans la tête que les proportions de la révolte avaient été exagérées, et que celle-ci s'éteindrait aussi soudainement qu'elle s'était déclenchée. Assis dans sa véranda, il sirotait tranquillement son whisky, fumait ses cigares, tandis que le pays flambait autour de lui. Dawson et moi, nous sommes restés avec lui bien sûr. Dawson et sa femme s'occupaient de l'économa et tenaient les livres. Et puis un beau jour,
vint la catastrophe. J'avais été inspecter une plantation assez lointaine. En revenant lentement dans la soirée, mes yeux tombèrent sur une sorte de paquet qui gisait au fond d'un fossé. Je m'approchai pour voir ce que c'était. Je devins glacé jusqu'aux os en reconnaissant la femme de Dawson, complètement lacérée et à moitié dévorée par les chacals et les chiens sauvages. Un peu plus loin sur la route, je trouvai Dawson lui-même, étalé le visage dans la poussière, un revolver vide dans la main. Devant lui, il y avait 4 corps de cipailles les uns sur les autres. Je tirai sur mes brides, ne sachant plus de quel côté me diriger lorsque je vis une épaisse fumée s'élever du bungalow d'Ablewhite. Les flammes commençaient même à passer à travers le toit. Je sus alors que je ne pouvais plus être d'aucune aide à mon patron et que je perdrais ma vie à me mêler de l'histoire. D'où je me tenais, je pouvais voir des centaines de ces démons noirs portant encore leurs manteaux rouges sur le dos, qui dansaient et hurlaient autour de la maison en flammes. Quelques-uns me montrèrent du doigt, et 2 balles sifflèrent à mes oreilles. Je partis à travers les rizières et tard dans la nuit, j'arrivai en sécurité à l'intérieur d'Agra. Sécurité toute relative d'ailleurs. Le pays entier s'agitait comme un essaim d'abeilles. Chaque fois qu'ils pouvaient se rassembler, les Anglais se contentaient de tenir le terrain sous le feu de leurs armes. Partout ailleurs, c'étaient des fugitifs sans défense. Le combat était inégal, des millions contre des centaines. Le plus cruel de l'affaire était que ces hommes contre qui nous luttions, fantassins, cavaliers, artilleurs, faisaient tous partie des troupes spécialement sélectionnées, entraînées et équipées par nos soins, et qui maintenant utilisaient nos propres armes et jusqu'à nos propres sonneries de clairon. Ah! À Agra se trouvait le 3e fusilier du Bengale, quelques Sikhs, 2 sections de cavalerie et une batterie d'artillerie. Un corps de volontaires composé de marchands et d'employés avait été constitué. Je m'y fis admettre, moi et ma jambe de bois. Nous effectuâmes une sortie pour rencontrer les rebelles à Shangunj, au début de juillet, et nous les repoussâmes pour un temps, mais la poudre vint à manquer, et il nous fallut nous replier dans la ville. Les pires nouvelles nous arrivaient de tous les côtés. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant, car si vous regardez sur une carte, vous verrez que nous étions au cœur de l'insurrection. Lucknow est situé à un peu plus de 160 km à l'est, et Cawnpore à environ la même distance au sud. Aux 4 points cardinaux, ce n'était que torture, meurtre et brigandage. Agra est une grande ville bondée de fanatiques et de farouches adorateurs de toute croyance. Parmi les ruelles étroites et tortueuses, notre poignée d'hommes était inefficace. Le commandant décida donc de nous faire traverser la rivière et de prendre position dans le vieux fort d'Agra. Je ne sais si l'un de vous, messieurs, a jamais lu ou entendu quelque chose se rapportant à cette vieille citadelle. C'est un endroit très étrange, le plus étrange que j'ai connu, et pourtant j'ai été dans bien des coins bizarres. Tout d'abord, ses dimensions sont gigantesques, plusieurs hectares. Il y a une partie moderne dans laquelle se réfugièrent garnisons, femmes, enfants, provisions et tout le reste, sans pourtant épuiser toute la place. Mais ce coin-là n'est encore rien à côté de la dimension des vieilles parties du fort. Personne n'y va. Elles sont abandonnées aux scorpions et aux 1000 pattes. C'est plein de grands halls déserts, de passages tortueux, et d'un long labyrinthe de couloirs serpentant dans toutes les directions. On s'y perdait si facilement qu'il était rare que quelqu'un s'y aventurât. De temps en temps, pourtant, un groupe muni de torches partait en exploration. Le fleuve coule devant le vieux fort et le protège, mais sur l'arrière et les côtés, il y avait de nombreuses portes, aussi bien dans la vieille citadelle que dans la nouvelle. Il fallait toutes les garder, bien entendu. Nous manquions d'hommes. Il n'y en avait à peine assez pour surveiller les angles des remparts et servir les pièces d'artillerie. Il était donc impossible d'organiser une garde conséquente à chacune des innombrables poternes. Un détachement de réserve fut organisé au milieu du fort, et chaque porte fut placée sous la garde d'un homme blanc et de 2 ou 3 indigènes. Je fus chargé de la surveillance, une partie de la nuit, d'une petite poterne isolée au sud-ouest. 2 soldats sikhs furent placés sous mon commandement. Ma consigne était de faire feu de mon mousqueton en cas de danger. La garde centrale viendrait aussitôt à mon aide. Mais comme le détachement était à plus de 200 pas, distance coupée de corridors et de passages sinueux, je doutais fort qu'il puisse arriver à temps pour me secourir en cas d'une véritable attaque. Eh bien, j'étais assez fier d'être chargé de cette petite responsabilité. Dame, j'étais une toute nouvelle recrue et infirme par-dessus le marché. Pendant 2 nuits, j'ai monté la garde avec mes Punjabis, 2 grands gaillards au regard farouche, Mahomet Singh et Abdullah Khan, ainsi se nommaient-ils, étaient 2 vétérans de la guerre, et ils s'étaient battus contre nous à Chilianwala. Ils parlaient assez bien l'anglais, mais je ne pouvais en tirer grand-chose. Ils préféraient se tenir à l'écart et jacasser entre eux toute la nuit dans leur étrange dialecte sikh. Quant à moi, je me tenais au-dessus du portail, regardant le large serpentin du fleuve s'étalant en contrebas,
ainsi que les lumières clignotantes de la grande ville. Le roulement des tambours et des tam-tams, les cris et les hurlements des rebelles ivres d'opium et de vacarme se chargeaient de nous rappeler la nuit durant le danger qui nous guettait de l'autre côté du fleuve. Toutes les 2 heures, un officier faisait la ronde, pour s'assurer que tout allait bien. Pour ma 3e nuit de garde, le temps était sombre. Il tombait une pluie fine et pénétrante, c'était pénible. J'essayais à maintes reprises d'engager la conversation avec les Sikhs, mais sans grand succès. À 2 heures du matin, la ronde passa, dissipant un moment la fatigue de la nuit. Désespérant de faire parler mes 2 hommes, je sortis ma pipe et posai mon mousqueton à côté de moi pour gratter une allumette. En un instant, les 2 Sikhs furent sur moi. L'un s'empara de mon arme et la pointa sur moi. L'autre brandit un grand couteau près de ma gorge, jurant entre ses dents qu'il m'égorgerait si je faisais un pas. Ma première pensée fut qu'ils étaient d'accord avec les rebelles, et que c'était le commencement d'un assaut. Si notre porte passait entre les mains des cipayes, le fort tombait. Quant aux femmes et aux enfants, ils seraient traités comme un corn porc. Peut-être allez-vous penser, messieurs, que je veux me donner un beau rôle. Je vous jure pourtant que, pensant à ce que serait un tel massacre, j'ouvris la bouche, bien que sentant la pointe du couteau sur la gorge, avec la ferme intention de crier, ne serait-ce qu'une fois, pour alerter la garde centrale. L'homme qui me tenait sembla lire mes pensées. Au moment où je prenais mon souffle, il murmura. Pas un bruit. Rien à craindre pour le fort. Il n'y a pas de chien de rebelle de ce côté. Sa voix sonnait sincère. Je savais que si j'élevais la voix, j'étais un homme mort. Je pouvais le voir dans les yeux bruns de l'homme. J'attendis donc en silence pour savoir ce qu'il me voulait. Écoute-moi, Saïb, dit Abdullah Khan, le plus grand et le plus féroce des 2. Maintenant tu vas choisir ou avec nous ou la mort. La chose est trop importante pour nous. Nous n'hésiterons devant rien. Ou bien tu es avec nous, cœur et âme, et tu le jures sur la croix des chrétiens, ou bien nous jetterons ton corps dans le fossé, et nous rejoindrons nos frères dans l'armée rebelle. Il n'y a pas d'autre alternative. Que décides-tu, la vie ou la mort? Nous ne pouvons pas te donner plus de 3 minutes, car il faut que tout soit fini avant la prochaine ronde. Comment puis-je décider, dis-je? Vous ne m'avez pas dit ce que vous voulez de moi, mais si la sécurité de la forteresse est en jeu, alors vous pouvez m'égorger tout de suite. Je préférerais cela. On n'a absolument rien contre la citadelle, répondit Khan. Nous te demandons d'œuvrer avec nous pour la même chose qui amène ici tes compatriotes. Nous te demandons d'être riche. Si tu acceptes d'être avec nous ce soir, nous te jurons sur la lame du poignard et par les 3 vœux qu'aucun sikh n'a jamais transgressés, que tu auras une part équitable du butin. Il te reviendra 1/4 du trésor. Nous ne pouvons mieux te dire. De quel trésor s'agit-il donc, demandai-je. J'ai envie autant que vous 2 d'être riches, montre-moi ce qu'il faut faire. Alors tu vas jurer sur les ossements de ton père, sur l'honneur de ta mère, sur la croix de ta foi, de ne parler contre nous ou de lever la main sur nous ni maintenant ni plus tard. Je le jurerai à la condition que le fort ne soit pas en danger. Alors mon camarade et moi te jurerons que tu auras 1/4 du trésor, lequel sera divisé également entre nous 4. Mais nous ne sommes que 3, dis-je. Non, il y a la part de Dost Akbar. J'ai le temps de t'expliquer ce dont il s'agit en l'attendant. Tiens-toi à la poterne, Mahomet Singh, et fais le guet. Je vais tout te raconter, Saïb, parce que je sais que les Européens tiennent leur serment, et que je puis avoir confiance en toi. Si tu avais été un de ces vils hindous, et quand bien même tu aurais prêté serment sur tous les faux dieux de leur temple, mon couteau serait entré dans ta gorge, et ton corps précipité dans le fleuve. Mais le sikh connaît l'anglais, et l'anglais comprend le sikh. Écoute donc ce que je vais te dire. Il existe dans les provinces du Nord un Raja, qui possède de grandes richesses, bien que ses terres soient peu étendues. Il en doit la plus grande partie à son père, mais il en a accumulé lui-même, car il est avare, et il préfère entasser son or plutôt que de le dépenser. Quand commença la rébellion, il s'arrangea pour rester en bons termes avec le lion et le tigre, avec les Sipais et les Anglais. Bientôt pourtant, il lui sembla que les hommes blancs allaient être chassés. De l'Inde entière ne parvenaient des nouvelles que de leur défaite et de leur mort, mais c'était un homme prudent, et il s'arrangea de telle sorte que, quel que fût le cours des événements, il ne perde pas plus de la moitié de son trésor. Il garda l'or et l'argent dans les caves de son palais, mais il mit dans un coffre de fer ses pierres les plus précieuses et ses plus belles perles. Il les confia à un serviteur fidèle qui devait se présenter ici comme un marchand et garder la cassette en attendant que la paix soit rétablie. De cette manière, si les rebelles triomphaient, il lui resterait son or, mais si les Anglais reprenaient le pouvoir, ses joyaux lui resteraient. Après avoir ainsi divisé son magot, il se rangea du côté des Sipais qui étaient en force aux frontières de sa province. Remarque bien, Saïb, qu'en faisant ainsi, ses biens revenaient de droite à ceux qui sont restés fidèles. Ce prétendu marchand qui a voyagé sous le nom de Ahmet est maintenant dans la ville d'Agra.
il désire pénétrer dans la forteresse. Il voyage en compagnie de mon frère de lait, Dostakbar, qui connaît son secret. Celui-ci lui a promis de le conduire cette nuit à une des poternes latérales du fort. Il a choisi la nôtre. Ils se présenteront donc d'une minute à l'autre. L'endroit est désert et personne n'est au courant de sa venue. Le monde n'entendra plus jamais parler du marchand Ahmet, mais le grand trésor du Raja sera partagé entre nous. Qu'en dis-tu, Saïb? Dans le Worcestershire, la vie d'un homme semble sacrée. Mais on ne raisonne plus sous le même angle lorsque le feu et le sang vous cernent de tous côtés, et que la mort vous guette à chaque pas. Que le marchand vive ou soit assassiné m'importait aussi peu que le destin d'un insecte. En revanche, l'idée du trésor me conquit. J'imaginais déjà tout ce que je pourrais faire en rentrant au pays. La famille regarderait avec étonnement ce vaurien qui rentrait des Indes avec les poches pleines d'or. Ma décision fut vite prise. Mais Abdullah Khan, pendant que j'hésitais, tenta de me convaincre. Réfléchis, Saïb, que si cet homme est pris par le commandant, il sera pendu ou fusillé, et ses joyaux seront confisqués par le gouvernement. Personne n'en sera plus riche d'une roupie. Mais si nous le capturons, nous confisquerons par nous-mêmes le trésor. Les joyaux seront aussi bien dans nos mains que dans les coffres du gouvernement. Il y en a assez pour faire de chacun de nous un homme riche et puissant. Personne ne connaît l'affaire, nous sommes coupés du reste du monde. Quel risque courons-nous? Allons, Saïb, dis-moi maintenant si tu es avec nous, ou si nous devons te compter comme un ennemi. Je suis avec vous, cœur et âme, dis-je. Voilà qui est bien, répondit-il en me tendant mon mousqueton. Tu vois que nous avons confiance en toi. Je sais que ton serment, pas plus que le nôtre, ne peut être délié. Il ne nous reste plus qu'à attendre la venue de mon frère et du marchand. Ton frère sait donc ce que tu vas faire, demandai-je. C'est lui qui a conçu ce plan. Allons à la porte partager le guet avec Mahomet Singh. La pluie tombait toujours sans interruption. La mousson commençait. Des nuages lourds et sombres dérivaient à travers le ciel. Il était difficile de voir à plus d'un jet de pierre. Un fossé s'étendait devant la porte que nous gardions, mais il était presque asséché par endroits et on pouvait le franchir facilement. Je trouvais bizarre d'être là, à côté de ces deux sauvages Punjabis, attendant un homme qui courait à la mort. J'aperçus soudain de l'autre côté du fossé la lueur d'une lanterne voilée. Elle disparut parmi les monticules, puis redevint visible. Elle se rapprocha de nous. « Les voici, m'exclamai-je. Tu lanceras le qui-vive, Saïb, comme à l'ordinaire, chuchota Abdullah. Ne lui donnons aucune cause d'inquiétude. Envoie-nous à leur rencontre. Nous nous occuperons de lui pendant que tu resteras ici à monter la garde. Tiens-toi prêt à dévoiler la lanterne, afin que nous soyons sûrs que c'est bien l'homme. » La lumière s'avançait en vacillant, s'arrêtant parfois puis revenant à nouveau. Je pus enfin distinguer deux silhouettes de l'autre côté du fossé. Je les laissai dégringoler la rive abrupte, patauger à travers la mare et remonter à demi l'autre versant, avant de lancer le qui-vive. « Qui va là » dis-je d'une voix étouffée. « Des amis » répondit quelqu'un. Je découvris la lanterne, jetant sur eux un filet de lumière. Le premier était un sikh, gigantesque, dont la barbe noire descendait presque jusqu'à la taille. Ailleurs que dans les cirques, je n'ai jamais vu d'homme aussi grand. Son compagnon était petit, rond et gras, porteur d'un grand turban jaune sur la tête, et à la main il portait un paquet enveloppé d'un châle. Il tremblait de peur, ses mains frémissaient comme s'il avait la fièvre, et sa tête n'arrêtait pas de tourner de tous côtés ses petits yeux vifs aux aguets, à la manière d'une souris s'aventurant hors de son trou. J'eus froid dans le dos à la pensée de tuer cet innocent, mais la pensée du trésor me redonna un cœur de marbre. Lorsqu'il s'aperçut que j'étais européen, il poussa une petite exclamation de joie et se mit à courir vers moi. « Ta protection, Saïb, halta-t-il. Ta protection pour le malheureux marchand Ahmet. J'ai voyagé à travers Rajputana afin de me mettre sous la protection du fort d'Agra. J'ai été volé et battu et trompé parce que j'étais l'ami des Anglais. Béni soit cette nuit qui amène à nouveau la sécurité pour moi et mes pauvres biens. »« Qu'y a-t-il dans ce paquet » demandai-je. « Une boîte en fer, répondit-il. Elle ne contient qu'une ou deux affaires de la famille, des choses insignifiantes qui n'ont de valeur pour personne, mais que je serais désolé de perdre. Cependant, je ne suis pas un mendiant et je te récompenserai, jeune Saïb, et ton gouverneur aussi, s'il me donne l'abri que je demande. » Je n'étais plus assez sûr de moi pour lui parler encore. Plus je regardais ce visage bouffi et apeuré, plus il me semblait difficile de le tuer ainsi de sang-froid. Il fallait en finir au plus vite. « Amenez-le à la garde principale, dis-je. » Les deux sikhs l'encadrèrent, tandis que le géant suivait derrière. Ils s'engagèrent ainsi dans le sombre passage. Jamais homme ne fut plus étroitement enserré par la mort. Je demeurai sur les remparts avec la lanterne. Je pouvais entendre la cadence des pas résonner le long du corridor désert.
Soudain, ce fut le silence, puis des voix, le bruit confus d'une bagarre, de coups assourdis. Un instant plus tard, j'entendis à ma grande horreur des pas précipités se dirigeant dans ma direction, et la respiration bruyante d'un homme en train de courir. Je dirigeai ma lanterne en bas vers le long passage rectiligne, et je vis le gros homme, courant comme le vent, le visage ensanglanté. Le grand sikh à la barbe noire le talonnait, bondissant comme un tigre, et la lame d'un couteau brillait dans sa main. Je n'ai jamais vu un homme courir aussi vite que ce petit marchand. Il distançait le sikh. Je me rendis compte que s'il passait et parvenait à l'air libre, il pourrait encore se sauver. Mon cœur compatit pour lui, mais, à nouveau, la pensée du trésor m'endurcit de cynisme. Je lançai mon fusil entre ses jambes. Quand il fila devant moi, il boula sur lui-même comme un lapin atteint d'une décharge. Avant qu'il ait pu se relever, le sikh était sur lui, et lui plongeait par 2 fois le couteau dans le dos. L'homme ne bougea pas, ne poussa pas un seul gémissement. Il demeura là où il était tombé. J'ai pensé depuis qu'il s'était peut-être rompu le cou dans sa chute. Vous voyez, messieurs, que je tiens ma promesse. Je vous raconte l'affaire exactement comme elle s'est passée, que ce soit ou non en ma faveur. Il se tut et tendit ses mains attachées vers le verre de whisky que Holmes lui avait préparé. J'avoue que personnellement, cet homme m'inspirait la plus grande horreur. Non seulement à cause de ce meurtre accompli de sang-froid auquel il avait été mêlé, mais plus encore par la manière nonchalante et dégagée avec laquelle il nous en avait fait la narration. Quel que fût le châtiment qui l'attendait, je ne pourrais jamais ressentir pour lui la moindre sympathie. Assis, les coudes sur les genoux, Sherlock Holmes et Jones paraissaient profondément intéressés par l'histoire, mais la même répulsion était peinte sur leur visage. Small le remarqua peut-être, car c'est avec un certain défi dans la voix qu'il reprit. « Bien sûr, tout cela est fort blâmable. Mais je voudrais tout de même savoir combien de gens à ma place auraient refusé une part du butin en sachant que pour toute récompense de leur vertu, ils seraient égorgés. D'ailleurs, depuis qu'il avait pénétré dans la forteresse, c'était ma vie ou la sienne. S'il s'en était sorti, toute l'affaire aurait été mise en lumière. Je serais passé devant le tribunal militaire et probablement fusillé, car en s'étant troublé, les gens n'étaient pas très indulgents. » « Continuez votre histoire, » coupa Holmes. « Eh bien, nous transportâmes le corps, Abdullah, Akbar et moi. Et, bon poids qu'il faisait, malgré sa petite taille, Mahomet Singh fut laissé en garde de la porte. Les Sikhs avaient déjà préparé un endroit. C'était à quelque distance, à travers un tortueux passage donnant sur un grand hall vide dont les murs de briques s'effondraient par endroits. Le sol de terre battu s'était affaissé là pour former une tombe naturelle. Nous y laissâmes Ahmet, le marchand. Nous le recouvrîmes des briques descellées, puis nous retournâmes au trésor. Il était resté à l'endroit où l'homme avait été attaqué en premier lieu. Le coffre, c'est celui qui se trouve sur votre table. Une clé pendait. Pardon, j'ai pas compris la formulation de cette phrase. Ok. Je vais reprendre ce paragraphe parce que ça m'a un peu perturbé. Désolé. Il était resté à l'endroit où l'homme avait été attaqué en premier lieu. Le coffre, c'est celui qui se trouve sur votre table. Une clé pendait attachée par une corde en soie à cette poignée forgée sur le dessus. Nous l'ouvrîmes, et la lumière de la lanterne se refléta sur une collection de joyaux comme j'en avais rêvé, ou lu l'histoire quand j'étais un petit garçon à Pershore. Leur éclat nous aveuglait. Après nous être rassasiés les yeux de ce spectacle, nous sortîmes tout du coffre pour établir la liste de son contenu. Il y avait là 143 diamants de la plus belle eau. L'un d'eux, appelé je crois le Grand Mongol, est considéré comme la seconde plus grosse pierre du monde. Il y avait également 97 émeraudes et 170 rubis, mais dont certains étaient de petite taille. Nous dénombrâmes en outre 210 saphirs, 61 agates et une grande quantité de béryl, onyx, turquoises et autres pierres. Je me suis documenté sur les gemmes, mais à cette époque j'ignorais la plupart de ces noms. Enfin, il y avait près de 300 perles, toutes très belles. 12 d'entre elles étaient serties sur une petite couronne d'or. Je ne sais comment ces 12-là furent retirés du coffre, mais je ne les ai pas trouvés. Après avoir compté nos trésors, nous les replaçâmes dans le coffre, que nous apportâmes à la poterne afin de les montrer à Mahomet Singh. Là fut renouvelé le serment solennel de garder le secret, et de ne jamais nous trahir. Il fut convenu que le butin serait planqué dans un endroit sûr, jusqu'à ce que la paix soit revenue dans le pays, après quoi nous le partagerions également entre nous.
Il était inutile d'effectuer ce partage maintenant, car si jamais des gemmes d'une telle valeur étaient trouvées sur nous, cela paraîtrait suspect. D'autre part, nous ne disposions pas de logement personnel, ni d'aucun endroit où nous puissions les cacher. Le coffre fut donc transporté dans le hall où reposait le corps d'Ahmet. Un trou fut ménagé dans le mur le mieux conservé, et le trésor y fut placé, recouvert par des briques. Après avoir soigneusement repéré l'emplacement, je dessinai le lendemain 4 plans, un pour chacun d'entre nous et mis au bas le signe des 4. Nous nous étions en effet promis que chacun agirait toujours pour le compte de tous, afin que l'égalité soit préservée. Voilà un serment que je n'ai jamais rompu. Je puis le jurer la main sur le cœur. Il est inutile, messieurs, de vous raconter ce qu'il advint de la rébellion. Après que Wilson se fut emparé de Delhi et que Sir Colin eut dégagé Lucknow, la révolte eut les reins brisés. Des renforts ne cessaient d'affluer. Une colonne volante sous les ordres du colonel Gretet parvint jusqu'à Agra et en chassa les rebelles. La paix semblait lentement s'étendre sur le pays. Nous espérions tous les 4 que le moment était proche où nous pourrions partir en toute sécurité avec notre part du butin. Mais en un instant, nos espoirs s'effondrèrent. Nous fûmes arrêtés pour le meurtre d'Ahmet. Voici comment cela se produisit. Le Raja avait remis les joyaux entre les mains d'Ahmet, parce qu'il savait que celui-ci était un homme dévoué. Mais en Orient, les gens sont très méfiants. Que fit alors le Raja? Il prit un deuxième serviteur encore plus digne de confiance, et le chargea d'espionner Ahmet, de le suivre comme une ombre, et de ne jamais le perdre de vue. Il le suivit donc cette nuit-là, et le vit passer la poterne du fort. Pensant évidemment qu'il y avait trouvé refuge, il se fit admettre le jour suivant, mais ne parvint pas à retrouver la trace d'Ahmet. Cela lui sembla si étrange qu'il en parla à un sergent, qui fit parvenir l'histoire jusqu'aux oreilles du commandant. Une recherche approfondie fut rapidement organisée, et le corps fut découvert. Ainsi, au moment même où nous croyions tout danger écarté, nous fûmes tous 4 saisis et jugés pour meurtre. 3 d'entre nous, parce que nous avions été de garde cette nuit-là, et le 4e parce que l'on savait qu'il avait été en compagnie de la victime. Il ne fut pas question des joyaux durant tout le procès. Le Raja avait été déposé et exilé, et personne ne portait d'intérêt particulier à cette question. Les 3 Sikhs furent condamnés à la détention perpétuelle, et moi à la peine de mort. Ma sentence fut ensuite commuée en détention perpétuelle. Nous nous trouvions ainsi dans une situation plutôt bizarre. Nous étions là, tous 4, enchaînés par la cheville, et presque sans espérance, alors que nous connaissions un secret qui, si nous avions pu l'utiliser, nous aurait permis de mener une existence de seigneur. Il y avait de quoi se ronger le cœur d'être à la merci des coups de pied et des coups de poing de n'importe quel garde imbécile, de boire de l'eau et de ne manger que du riz, alors qu'une fortune fabuleuse attendait simplement qu'on veuille bien la prendre. Cela aurait pu me rendre fou. Mais j'ai toujours été plutôt obstiné. J'ai tenu bon, attendant des jours meilleurs. Ceux-ci semblèrent enfin se dessiner. Je fus transféré d'Agra à Madras, et de là à l'île Blair dans les Andaman. Ce camp comptait très peu de bagnards blancs, et comme je m'étais toujours bien conduit, j'eus bientôt droit à une sorte de régime privilégié. Il me fut donné une hutte à Hopetown, village situé au flanc du mont Harriet, et on m'y laissa relativement tranquille. C'est un endroit morne, dévasté par les fièvres, et cerné de toutes parts par la jungle infestée de sauvages, toujours prêts à décocher un de leurs dards empoisonnés lorsque l'occasion d'une cible blanche se présente. Il y avait des tranchées à creuser, des remblais à construire, des plantations à aménager et des dizaines d'autres choses à faire. Nous trimions donc tout le jour, mais le soir on nous laissait un peu de temps libre. Entre autres fonctions, j'étais chargé de distribuer les médicaments. J'acquis ainsi quelques connaissances médicales. J'étais sans cesse à l'affût d'une possibilité d'évasion, mais la plus proche terre était à des centaines de kilomètres de notre île, et le vent souffle rarement par là. L'entreprise s'avérait donc très difficile. Le médecin, Dr Somerton, était un jeune homme sportif et bon enfant. Les autres jeunes officiers se réunissaient souvent chez lui dans la soirée pour une partie de cartes. L'infirmerie où je préparais mes drogues était située à côté de leur pièce sur laquelle donnait un petit guichet. Souvent, lorsque je me sentais seul, j'éteignais la lumière de l'infirmerie et me postais près du guichet d'où je pouvais les entendre et les voir jouer. Il y avait le major Sholto, le capitaine Morstan et le lieutenant Bromley Brown, tous 3 commandants des troupes indigènes. Le médecin était là naturellement, ainsi que 2 ou 3 administrateurs du pénitencier. Ces derniers, joueurs habiles, endurcis, faisaient des parties à droite et sans risque. Cela donnait des réunions bien agréables. Une chose me frappa très vite. Les civils gagnaient toujours aux dépens des militaires.
Remarquez que je ne dis pas qu'il y avait tricherie, mais le fait est là. Ces fonctionnaires de la prison n'avaient fait que jouer aux cartes depuis leur nomination aux Andaman, et chacun connaissait parfaitement la façon de jouer des autres. Les militaires jouaient juste pour passer le temps et jeter leurs cartes n'importe comment. Nuit après nuit, les officiers sortaient de table un peu plus pauvres, et plus ils perdaient, plus ils s'acharnaient au jeu. Le major Sholto était le plus atteint. Au début, il jouait de l'argent liquide, mais bientôt, il s'endetta lourdement et signa des reconnaissances de dettes. Il gagnait parfois quelques mains, histoire de reprendre courage, puis la chance se retournait à nouveau contre lui, pire qu'avant. Il errait tout le jour, sombre comme un orage, et il se mit à boire plus qu'il n'aurait dû. Une nuit, il perdit encore davantage qu'à l'ordinaire. J'étais assis dans ma hutte lorsque le capitaine Morstan et lui, regagnant leur demeure, passèrent à proximité. C'étaient des amis de cœur, ces deux-là. On les voyait toujours ensemble. Le major se lamentait sur ses pertes. « C'est la fin, Morstan, soupira-t-il en passant devant ma hutte. Il va falloir que je démissionne, je suis un homme ruiné. Allons, ne dites pas de bêtises, mon vieux, dit l'autre en lui tapant sur l'épaule. J'ai aussi de la déveine moi-même, mais c'est tout ce que je pus entendre. Cela me donna à réfléchir. 2 jours plus tard, le major se promenait sur le bord de la plage. Je tentai ma chance. Je désire avoir votre avis, major, dis-je. Oui, et bien à quel sujet demanda-t-il en retirant son cigare de la bouche. Je voulais vous demander, monsieur, à quelle autorité devrait être remis un trésor caché. Je sais où se trouve plus d'1 demi-million. Comme je ne puis l'utiliser moi-même, je pense que la meilleure chose à faire est sans doute de le remettre aux autorités. Ce geste me vaudrait peut-être une réduction de peine. 1 demi-million, Small, balbutia-t-il tout en m'observant avec attention pour voir si je parlais sérieusement. Au moins cela, monsieur, en perles et pierres précieuses. Il est à la portée de n'importe qui. Le plus curieux est que le vrai propriétaire ayant été proscrit, il n'a plus aucun titre sur ce trésor, qui appartient ainsi au premier venu. Au gouvernement, Small, bégaya-t-il, au gouvernement. Mais il le dit d'une manière si peu convaincue, que je suis avoir gagné la partie. Vous pensez, monsieur, que je devrais donc donner tous les renseignements au gouverneur général dis-je tranquillement. Ah, mais il ne faut pas agir avec précipitation, vous pourriez le regretter. Racontez-moi tout, Small, quels sont les faits? Je lui racontai toute l'histoire, changeant toutefois quelques détails afin qu'il ne puisse identifier les endroits. Lorsque j'eus fini, il resta immobile, perdu dans ses pensées. Je pouvais voir par ses lèvres crispées qu'un combat se déroulait en lui. C'est une affaire très importante, Small, dit-il enfin, n'en parlez à personne. Je vous reverrai bientôt. 48 heures plus tard, le capitaine Morstan et lui vinrent, lanterne à la main, me voir dans ma hutte au plus profond de la nuit. Je voudrais que le capitaine entende l'histoire de votre propre bouche, Small, dit-il. Et je la répétai telle que je la lui avais narrée. Cela sonne juste, dit-il. Cela vaut la peine d'essayer, non? Le capitaine Morstan opina de la tête. Écoutez-moi, Small, dit le major. Nous en avons parlé, mon ami et moi, et nous avons conclu qu'un tel secret ne concernait vraiment pas le gouvernement. Il me semble que cela vous regarde seul, et que vous avez le droit d'en disposer comme il vous plaît. La question qui se pose est maintenant celle-ci. Quelles sont vos conditions? Nous pourrions peut-être les accepter, ou tout au moins en discuter pour voir si l'on peut parvenir à un arrangement. Il s'efforçait de parler d'une manière froide et détachée, mais ses yeux brillaient de convoitise et d'excitation. À ce sujet, messieurs, un homme dans ma situation ne peut demander qu'une seule chose, répondis-je, m'efforçant moi aussi au calme, mais tout aussi excité que lui. Je vous demanderai de m'aider à gagner ma liberté, et celle de mes 3 compagnons. Nous vous donnerions alors 1/5 du trésor à vous partager. Dit-il, 1/5, cela n'est pas très tentant. Cela représente tout de même 50 000 livres chacun, dis-je. Mais comment pouvons-nous vous donner la liberté? Vous savez très bien que vous demandez l'impossible. Pas du tout, répondis-je. J'ai réfléchi à la question jusque dans les moindres détails. Le seul obstacle à notre évasion est l'impossibilité d'obtenir un bateau capable d'un tel voyage, et des provisions en quantité suffisante. Or, il y a à Calcutta ou Madras nombre de petits yachts ou yoles qui vous conviendraient parfaitement. Il vous suffira d'en amener un. Nous monterons à bord pendant la nuit, et vous n'aurez rien d'autre à faire qu'à nous laisser en un point quelconque de la côte indienne. S'il n'y avait que l'un de vous, murmura-t-il, ce sera tous les 4 ou personne, nous l'avons juré. Nous devons toujours agir ensemble, tous les 4. Vous voyez, Morstan, dit-il, Small tient ses promesses. Il reste fidèle à ses amis. Je pense que nous pouvons avoir entièrement confiance en lui. C'est une sale affaire, répondit l'autre. Mais comme vous dites, l'argent nous dédommagera largement de notre carrière. Eh bien, Small, dit le major, nous devons, je pense, essayer de remplir vos conditions, mais bien entendu, il nous faut d'abord être certain de la véracité de votre histoire. Dites-moi où est caché le coffre. J'obtiendrai une permission et je prendrai le navire de ravitaillement pour aller voir sur place. Pas si vite, protestai-je,
car je devenais plus audacieux à mesure qu'il s'échauffait. Je dois obtenir le consentement de mes 3 camarades. Je vous le dis, c'est nous 4 ou personne. C'est ridicule, s'écria-t-il. Qu'est-ce que ces 3 noirs ont à faire avec notre convention? Noir ou bleu, dis-je, ils sont avec moi, et nous faisons tout ensemble. Eh bien, l'affaire se termina par une deuxième entrevue, à laquelle participaient Mahomet Singh, Abdullah Khan et Dost Akbar. Nous discutâmes à nouveau la question, et les détails furent enfin arrangés. Nous donnerions à chacun des 2 officiers un plan de la partie du fort d'Agra qui nous intéressait, en indiquant le mur et l'emplacement du trésor. Le major Sholto se rendrait aux Indes pour vérifier notre histoire. S'il trouvait le coffre, il devait le laisser en place et envoyer un petit yacht approvisionné pour un voyage. L'embarcation mouillerait à quelque distance de l'île Rutland à laquelle il nous faudrait parvenir, après quoi le major reviendrait prendre ses fonctions. Le capitaine Morstan demanderait à son tour une permission pour nous rencontrer à Agra. Le partage final du trésor aurait alors lieu là-bas. L'officier prendrait sa part et celle de Sholto. Les plus solennels serments que l'esprit peut concevoir et la bouche proférer scellèrent notre accord. Muni de papier et d'encre, je travaillais toute la nuit. Au matin, les 2 plans étaient faits et paraphés du signe des 4, c'est-à-dire Abdullah, Akbar, Mahomet et moi. Je dois vous lasser avec ma longue histoire, messieurs. Je sais que mon ami Mr. Jones est impatient de me mettre en cellule, aussi je serai aussi bref que possible. L'infâme Sholto partit pour l'Inde, mais ne revint jamais. Le capitaine Morstan, peu de temps après son départ, me montra son nom sur une liste de passagers en route pour l'Angleterre. Son oncle était mort, lui laissant une fortune. Il avait quitté l'armée. Et pourtant voilà comment il s'abaissa à traiter 5 hommes. Morstan partit pour Agra quelque temps plus tard et découvrit, comme nous le pensions, que le trésor n'était plus là. Le gredin l'avait volé sans remplir les conditions en échange desquelles nous lui avions livré le secret. Depuis ce jour, j'ai vécu seulement pour me venger. J'y pensais le jour et j'en rêvais la nuit. Cela devint chez moi une obsession dévorante. Plus rien ne m'importait, ni les lois, ni la pendaison. M'évader, retrouver Sholto, glisser ma main autour de son cou. Je n'avais que cette pensée en tête. Le trésor d'Agra, en comparaison de la haine meurtrière que je vouais à Sholto, perdait à mes yeux de son importance. Eh bien, je me suis fixé pas mal de buts dans ma vie et je les ai toujours atteints. Mais de longues années passèrent avant que l'occasion puisse se présenter. Je vous ai dit que j'avais un peu appris à soigner. Un jour que le docteur Somerton était couché avec les fièvres, un groupe de prisonniers ramassa dans les bois un petit insulaire andaman et me l'amena. Gravement malade, il s'était rendu à un endroit isolé pour mourir. Bien qu'il fût aussi venimeux qu'un jeune serpent, je le pris en main et parvins à le guérir. 2 mois après, il parvenait à marcher, mais s'étant attaché à moi, il repartit sans plaisir dans les bois, et revint sans cesse rôder autour de ma hutte. J'appris un peu son dialecte, ce qui ne fit qu'accroître son affection. Tonga, c'est ainsi qu'il s'appelait, possédait un grand canoë qu'il utilisait à merveille. Lorsque je fus convaincu que ce petit homme m'était tout dévoué, et qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour me servir, j'entrevis une possibilité d'évasion. Je lui en parlai. Il lui faudrait amener son bateau la nuit près d'un débarcadère désaffecté qui n'était jamais gardé, et emporter plusieurs outres d'eau, le plus possible de yams, noix de coco et patates douces. Il était fidèle et sincère, ce petit Tonga. Jamais homme n'eut compagnon plus dévoué. Il amena son embarcation au quai la nuit indiquée, mais le hasard voulut qu'un garde se trouvât là. C'était un vil patent qui n'avait cessé de m'insulter et de me nuire. J'avais fait le vœu de me venger, et maintenant la chance s'offrait à moi. C'était comme si le destin l'avait expressément placé sur mon chemin, afin que je puisse payer ma dette avant de quitter l'île. Il se tenait sur le remblai, me tournant le dos, sa carabine en bandoulière. Je cherchais autour de moi un roc avec lequel lui casser la tête, mais je n'en vis aucun. Une étrange pensée me traversa alors l'esprit. Je m'assis sans bruit dans l'obscurité et défis ma jambe de bois. En 3 grands sauts, je fus sur lui. Il mit sa carabine à l'épaule, mais je le frappai en plein fouet et lui défonçai le crâne. Le pilon est fendu à l'endroit où j'ai tapé, vous pouvez voir. Nous nous écroulâmes tous les 2, car je ne pus garder mon équilibre. Et quand je me relevai, lui resta étendu. Je me dirigeai vers le bateau. 1 heure plus tard, nous étions déjà loin en mer. Tonga avait emmené tout ce qu'il possédait sur terre, ses armes et ses dieux. Il avait, entre autres, une longue lance en bambou et quelques nattes en fibres de cocotier, avec lesquelles je confectionnai une sorte de voile. 10 jours durant, nous naviguâmes au hasard, espérant que la chance nous souriait. Le 11e, un cargo nous récupéra. Il transportait des pèlerins malais de Singapour à Jida. C'était une foule étrange.
Tonga et moi parvînmes bientôt à nous mêler à eux. Ils avaient en commun une précieuse qualité. Ils ne posaient pas de questions, et nous laissaient tranquilles. Mais s'il fallait vous raconter toutes les aventures par lesquelles nous sommes passés, mon petit copain et moi, vous demanderiez grâce, car il me faudrait vous garder ici jusqu'au matin. Nous voyageâmes un peu partout dans le monde. Il surgissait toujours quelque chose pour nous empêcher d'arriver à Londres. Mais jamais durant ce temps, je ne perdais de vue mon but. Je rêvais de Sholto la nuit. Pourtant, enfin, nous nous trouvâmes un jour en Angleterre, il y a de cela 3 ou 4 ans. Il ne fut pas très difficile de découvrir où il vivait, et je me mis en quête de savoir s'il avait vendu le trésor ou s'il le possédait encore. Je me liai avec quelqu'un qui pouvait m'aider. Je ne donne pas de nom, car je ne tiens pas à mettre qui que ce soit dans le bain. J'appris bientôt que Sholto avait encore les joyaux. Je tentai de bien des façons de parvenir jusqu'à lui, mais il était rusé, méfiant, et il y avait toujours 2 anciens boxeurs en plus de ses fils et de son Kit Mudgar pour le garder. Puis un jour, j'appris qu'il se mourait. Je me précipitai dans le jardin, furieux qu'il échappe ainsi à mes griffes. Regardant par la fenêtre, je le vis étendu sur son lit, ses 2 fils de chaque côté. Je serais entré et j'aurais tenté le tout pour le tout contre 3, mais je vis sa mâchoire tomber et je sus qu'il venait de mourir. Je pénétrai dans sa chambre pendant la nuit pour fouiller ses papiers dans l'espoir d'y trouver une indication concernant le trésor. Il n'y avait pas un mot là-dessus. Je m'en retournai amer et furieux, comme vous pouvez le penser. Mais avant de partir, je pensais que mes amis sikhs seraient contents de savoir que j'avais laissé une preuve de notre haine. J'inscrivis donc le signe des 4, comme il était marqué sur les plans, et l'accrochai sur sa poitrine. Ainsi, au moins Sholto ne serait pas enseveli sans être marqué par les hommes qui l'avaient volé et trahi. Pour gagner notre vie à cette époque, nous parcourions les foires et autres endroits où j'exhibais le pauvre Tonga, le noir cannibale. Il mangeait de la viande crue et exécutait ses danses guerrières. Nous parvenions ainsi à toujours remplir de petites monnaies mon chapeau en une journée de travail. J'avais régulièrement des nouvelles de Pondicherry Lodge. Quelques années passèrent sans rien d'important. On cherchait toujours le trésor. Enfin vint le jour attendu si longtemps. Le coffre venait d'être trouvé dans un faux grenier, au-dessus du laboratoire de M. Bartholomew Sholto. J'accourus immédiatement et inspectai les lieux. Mais je ne voyais pas comment, avec ma jambe de bois, je pourrais me hisser jusque-là. La tabatière sur le toit me donna la solution. Il m'apparut que la chose serait facile avec l'aide de Tonga. Calculant tout en fonction de l'heure du dîner de Bartholomew Sholto, j'amenai mon petit copain et lui enroulai une longue corde autour de la taille. Il pouvait grimper comme un chat et il parvint rapidement sur le toit. La malchance voulut que Bartholomew Sholto fût encore dans sa chambre. Cela lui coûta la vie. Tonga crut qu'en le tuant, il faisait quelque chose de très bien. En effet, lorsque je parvins dans la pièce, il se promenait, fier comme un paon. Il fut tout étonné lorsque je me précipitai sur lui, corde en main, et que je le maudis en le traitant de petit démon sanguinaire. Je m'emparai du coffre au trésor, le fis descendre par la fenêtre, et suivis le même chemin, après avoir laissé sur la table le signe des 4, pour montrer que les joyaux étaient enfin revenus à ceux qui avaient droit. Puis Tonga ramena la corde à l'intérieur, ferma la fenêtre, et reprit le chemin par lequel il était venu. Je ne vois rien d'autre à vous dire. J'avais entendu un marin vanter la vitesse de la chaloupe de Smith, l'Aurore. Je pensais qu'elle serait bien pratique pour notre évasion. Je m'arrangeai avec le vieux Smith, qui devait recevoir une grosse somme s'il nous amenait en sûreté jusqu'à notre navire. Il se doutait évidemment qu'il y avait quelque chose de louche, mais sans rien savoir de précis. Tout ceci est la vérité, messieurs, et si je vous fais ce récit, ce n'est pas pour vous distraire. Je n'ai pas à être complaisant après ce que vous m'avez fait. Je pense seulement que la meilleure défense que je puisse adopter est la vérité absolue et sans réticence. Il faut que tout le monde sache combien le major Sholto m'a abusé, et que je suis innocent de la mort de son fils. Voilà une histoire remarquable, dit Sherlock Holmes, et dont les péripéties concordent parfaitement. Je n'ai absolument rien appris de neuf dans la dernière partie de votre récit, sinon que vous aviez apporté vous-même la corde. Cela je l'ignorais. Incidemment, j'avais espéré que Tonga avait perdu tous ses dards, mais il nous en a décoché un sur le bateau. Il les avait tous perdus, monsieur, mais il lui restait celui qui se trouvait alors dans sa sarbacane. Ah oui, bien sûr, dit Holmes. Je n'avais pas songé à cela. Avez-vous d'autres questions à me poser? Demanda affablement le prisonnier. Je ne pense pas, merci, répondit mon compagnon. Eh bien, Holmes, dit Athelney Jones, vous êtes un homme à qui on aime faire plaisir et nous savons tous que vous êtes un fin connaisseur du crime. Mais le devoir est le devoir, et j'ai transgressé bien des règles pour faire ce que vous et votre ami m'avez demandé.
Je me sentirai soulagé lorsque notre narrateur sera en sûreté derrière les verrous. La voiture attend toujours et il y a 2 inspecteurs en bas. Je vous suis très obligé pour l'aide que vous m'avez apportée tous les deux. Bien entendu, votre présence sera requise lors du procès. Je vous souhaite le bonsoir. Bonsoir, messieurs, dit Small. Vous d'abord, Small, lança Jones prudemment comme il quittait la pièce. Je ne veux pas vous laisser la chance d'utiliser à nouveau votre jambe de bois comme vous l'avez fait avec cet homme aux îles Andaman. Eh bien, voilà notre petit drame parvenu à sa conclusion, remarquai-je après un instant de silence. Mais je crains, Holmes, que ceci soit notre dernière affaire. Mademoiselle Morstan m'a fait l'honneur de m'accepter comme son futur mari. Il poussa un grognement des plus lugubres. J'en avais peur, dit-il. Je ne peux vraiment pas vous féliciter. Je fus un peu peiné. Avez-vous quelque raison de trouver mon choix mauvais? Demandai-je. Absolument pas. C'est une des plus charmantes jeunes femmes que j'ai jamais rencontrées. Je pense qu'elle aurait pu être très utile dans le genre de travail que nous faisons. Elle a certainement des dispositions. Témoin la façon dont elle a conservé ce plan d'Agra entre tous les autres papiers de son père. Mais l'amour est tout d'émotion. Et l'émotivité s'oppose toujours à cette froide et véridique raison que je place au-dessus de tout. Personnellement, je ne me marierai jamais de peur que mes jugements n'en soient faussés. J'espère pourtant que ma raison surmontera cette épreuve, dis-je en riant. Mais vous avez l'air fatigué, Holmes. La réaction. Je vais être comme une épave toute une semaine. Il est étrange, dis-je, que ce que j'appellerais paresse chez un autre homme alterne chez vous avec ces accès de vigueur et d'énergie débordante. Oui, répondit-il. Il y a en moi un oisif parfait et un gaillard plein d'allant. Je pense souvent à ces vers du vieux Goethe. Schade das die Natur nur einen Mensch aus dir schuf, denn zum würdigen Mann war und zum Schelmen der Stoff. Il est dommage que la nature n'ait fait de toi qu'un seul homme, toi qui avais l'étoffe d'un saint et d'un brigand. Mais pendant que j'y pense, Watson, à propos de cette affaire de Norwood, vous voyez qu'ils avaient un complice dans la maison. Ce ne peut être que Lal Rao, le maître d'hôtel. Ainsi Jones pourra se vanter d'avoir capturé tout seul un poisson dans son grand coup de filet. Le partage semble plutôt injuste. C'est vous qui avez fait tout le travail dans cette affaire. À moi, il échoit une épouse. À Jones, les honneurs. Que vous reste-t-il donc, s'il vous plaît? À moi? Répéta Sherlock Holmes. Mais il me reste la cocaïne, docteur. Et il allongea sa longue main blanche pour se servir. Et c'est la fin du chapitre 12, les amis. C'est donc également la fin du roman Le Signe des Quatre de la série des Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Nous passons à l'outro de ce live. Phew! J'ai mal à la gorge. Et du coup, j'ai lu ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Ok. Sur le fait qu'il n'était pas très romantique parce qu'il quittait Mary pour aller voir Sherlock. Bon, après, c'est compréhensible. Il venait de la rencontrer, il peut pas quitter toute sa vie pour elle. Quoique, je trouve qu'il a déjà été bien vite en besogne. Mais bon. Très sympa, j'ai pas tout suivi parce que je rangeais et courais partout, mais c'était très cool. Bon bah, je suis content si ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu à tous. Bonsoir Zikael, merci de nous rejoindre, bonsoir Petit Poulpe également. Ça fait plaisir, vous êtes beaucoup à passer hein, de personnes différentes en ce moment sur les lives. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me touche, ça me fait très plaisir. Moi, sur ce dernier chapitre, alors, je trouve ça très cool aussi, mais je suis mitigé et je vais m'expliquer. Par contre, j'ai juste très mal à la gorge en fait. J'ai juste très mal à la gorge parce que du coup, bah, j'ai dû faire une voix, j'ai dû tenir une voix d'un personnage pendant quasi 30 minutes, même plus que 30 minutes, je pense, quasi 40 minutes de lecture. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Et du coup, je devais perdre un peu en intensité et même en intonation, je pense, au fur et à mesure de la lecture. Donc désolé pour ça, mais ouais. Ça devenait difficile, il était temps que ça s'arrête. Et du coup, en fait, je trouve ça très cool, dans le sens où l'histoire complète est ultra intéressante. C'est-à-dire que tout l'aveu de Jonathan Small est ultra intéressant et on comprend les ramifications de l'histoire, etc. Et en même temps, je trouve ça un peu décevant, dans le sens où justement,
Holmes, enfin Watson dit à la fin ah bah tout le monde a gagné quelque chose dans cette histoire, sauf vous Holmes, alors que c'est vous qui avez résolu l'affaire et tout. Et justement, j'ai pas la satisfaction de Sherlock qui résout l'affaire, parce qu'en fait, vu que on n'a pas eu un monologue de Holmes pour dire ah j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela, et que c'est Jonathan Small qui passe à l'aveu et qui explique tout, et bah du coup j'ai l'impression que ça fait, enfin, ouais, c'est un peu déceptif. C'est presque comme si, entre guillemets, Holmes avait eu de la chance, quoi. C'est presque comme si Holmes avait eu une piste qui s'était avérée être la bonne, mais il avait eu une piste et puis, hop, il a pas eu besoin de déduire quoi que ce soit, ou pas trop en amont, quoi. Il a juste chopé la bonne personne, et la bonne personne, par un miracle incroyable, était en mode ouais, bah ouais, je vais tout raconter, ouais. Donc du coup, je trouve que ça... Je vais pas dire que ça vient comme un cheveu sur la soupe, faut pas déconner non plus, mais je trouve que la résolution est trop franche en fait. Je trouve que ça fait trop tout d'un coup pour le dernier chapitre. Je trouve qu'il y a plein d'informations qui auraient peut-être pu être déjà connectées dans l'enquête de Holmes au préalable. Parce que là, je trouve vraiment que ça fait d'un seul coup, dernier chapitre, hop, on vous révèle en fait tout ce qui se passe d'un coup. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça fait un peu trop. Je sais pas si j'arrive vraiment à faire comprendre mon avis, mais voilà. Mais sinon, c'est très très cool. L'histoire qu'a raconté le narrateur était très très cool également. Même si, alors là, je parle purement, j'allais dire stylistiquement, mais en fait, c'est presque structurellement entre guillemets. Je trouve que Arthur Conan Doyle aurait gagné un chouïa à faire quelque chose que beaucoup d'auteurs font quand il y a un narrateur dans un dialogue. C'est-à-dire qu'il aurait gagné, je trouve, une fois de temps en temps, un peu plus qu'il ne l'a fait, parce qu'il l'a fait qu'à une reprise, si je dis pas de bêtises, une ou deux reprises. Il aurait gagné un petit peu à ce que les autres personnages répondent, une fois de temps en temps, je trouve. J'aurais bien aimé qu'une fois de temps en temps, Holmes ou Watson, ou même Jones, fasse une remarque en mode ah oui d'accord, ça explique ceci, ça explique cela, et, hein, bref. Alors que là c'était vraiment monologue, monologue, monologue. Et en plus cette impression a été un peu accentuée pour ma part par le fait que lui-même s'en rende compte. Donc c'est un peu bizarre, ça fait genre je me justifie. En fait ça fait genre que Arthur Conan Doyle se justifie au travers de son personnage qui dit bon bah je vais pas tout vous raconter parce que si je vous raconte tout on en a pour jusqu'à demain matin. Et je suis en mode ouais, est-ce que t'es pas déjà en train de te justifier un petit peu du fait que tu racontes à foison là? Enfin je sais pas. D'ailleurs à tel point que moi j'avais peur pour vous entre guillemets auditeurs. J'avais peur que vous compreniez rien à l'histoire parce que j'avais l'impression que c'était tellement un flow ininterrompu. Mais bon, apparemment vous trouvez que ça s'est bien écouté, donc apparemment ça va pour vous. Enfin voilà, c'est un peu les bémols que je mettrais. C'est un peu les bémols que je mettrais, mais à part ça, le scénar est cool. La résolution est sympa et surtout, c'est intéressant aussi de voir un coupable qui est coupable, clairement, de choses, mais qui en même temps semble avoir peut-être quelques raisons, quoi. Il a quand même la haine de l'injustice, enfin, il a quand même... Alors, il se fait justice tout seul, c'est ce qui est pas forcément quelque chose de bien, mais il a quand même, par moment, quelques endroits où on pourrait le comprendre et où on pourrait peut-être pas le pardonner, mais au moins le comprendre, quoi. Se dire, ah ouais, d'accord, c'est parce qu'il y a eu telle circonstance que t'as été amené à faire ça, et ainsi de suite. Et c'est vrai que parfois on se dit, il y a eu des petits coups de pute qui se sont perdus. Donc c'est pas mal que le coupable ne soit pas le grand méchant loup, et que dans son témoignage, on apprend aussi que les gens qu'on pensait être blancs comme neige jusqu'à présent avaient aussi leur lot de méfaits en quelque sorte, pardon. Donc voilà, ça c'est assez cool je trouve. Et après bon, Watson qui annonce son mariage, j'étais là quoi? Ça pour le coup ça me semble tellement un cheveu sur la soupe et en même temps
C'est juste parce que je m'y attendais vraiment pas à voir ce genre de choses dans cette littérature. Mais pourquoi pas, c'est amusant, plus qu'autre chose. Mais c'est marrant. Et du coup, il y a vraiment ce côté feuilletonnant, où on se dit, mais du coup, ça va être quoi leur futur, etc., etc. D'ailleurs, avec Holmes qui glisse que ouais, c'est Mademoiselle Morstan, elle serait peut-être une bonne enquêtrice et tout. Donc ça laisse peut-être des fils pour une histoire future où il y aurait peut-être le retour de ce personnage et tout. Je sais pas du tout quels sont les livres qui étaient avant et après dans cette série Sherlock Holmes, mais voilà quoi. C'est marrant ce côté feuilletonnant. Et la boucle est bouclée avec Sherlock Holmes, qui revient à son ennui et qui revient à sa cocaïne. Ça, j'avoue que j'étais. En fait, je vais pas dire que j'étais déçu, mais comment dire? C'est marrant. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est marrant de complexifier le personnage de cette manière-là. Je trouve ça assez atypique. Mais en même temps, moi le. Enfin bon. En fait, moi, le truc qui m'emmerde avec ça, c'est que, vu que Sherlock Holmes, on essaie de le rendre. Enfin, c'est un personnage qui est plutôt cool, qui est plutôt vu comme cool, entre guillemets, et qu'il essaie d'être vu comme cool. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'on sent qu'Arthur Conan Doyle veut donner une aura de coolitude à Sherlock Holmes. Du coup, moi, le truc qui m'emmerde, c'est genre que ça devient cool qu'ils se remettent à prendre de la cocaïne, et ça, je trouve ça pas. Je veux pas dire que je suis déçu, mais je trouve ça pas très bon. Je trouve ça pas ouf. Mais bon, ça, c'est vraiment mes goûts perso, genre peut-être plus dans mes goûts perso pour le coup, mais voilà. Bref, sur ce, les amis, on en a terminé. Je viens vous lire rapidement dans le chat parce que je vois que vous avez laissé quand même pas mal de messages. Ouais, je trouve que Sherlock c'est vraiment sympa pour les lives de lecture, pas trop long, sympa, et c'est pas du Victor Hugo. Si tu refais du Sherlock un jour, l'étude en rouge. Ok. Un vrai traumatisme, Hugo, on dirait. Disons que c'était. Ce serait bizarre. Oui, je comprends, secrétaire, mais il y a des choses qui étaient retrouvables quand même. J'ai été déçu aussi que Sherlock reste juste à écouter. Ouais, on est d'accord, l'écoute aux portes. De toute façon, je suis biaisé, moi, la littérature anglophone, c'est mon dada. Ça reste dans les premières enquêtes de Holmes, ça fait du sens un peu qu'il n'ait pas encore toutes ses déductions et ses méthodes. Ouais, on peut éventuellement l'expliquer comme ça, mais je pense que c'est un peu aider. Enfin, je pense que c'est un peu être trop gentil avec Arthur Conan Doyle de penser comme ça, mais. Dans la forme, ça m'a fait un peu penser aux révélations du capitaine Nemo à la fin de l'île mystérieuse. Ah, je sais plus, je sais même plus si je l'ai déjà lu, donc là je peux pas me prononcer pour le coup. Il me semble l'avoir déjà lu, mais je suis plus sûr. Sympa qu'il ait voulu libérer ses coéquipiers aussi. Ouais, c'est ça qui est très cool aussi, c'est que voilà, le coupable n'est pas tout n'est pas tout méchant quoi. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc quoi. Si c'est le deuxième, il doit y avoir seulement l'étude en rouge avant. Ouais, il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que le signe des 4 c'est seulement le deuxième de la série. Je suis plus sûr. Enfin bon bref. Mais ouais, grave intéressant. Ceci dit, euh, du coup oui, bilan entre guillemets, enfin même si je l'ai déjà donné, mais sur bilan, parce que j'avais entamé cette lecture en disant que entre guillemets je commençais à donner des secondes chances entre guillemets. En vrai, c'est pas une seconde chance parce que j'ai bien apprécié Arthur Conan Doyle, le chien des Baskerville, etc. Mais du coup, mon avis, au terme de cette lecture, c'est que le signe des 4 de Sherlock Holmes, je l'ai préféré au chien des Baskerville. Je pense. Je pense l'avoir préféré au chien des Baskerville. Par contre, je reste sur le fait que je trouve ça sympa, mais je trouve pas ça génial. Et que là, je parle purement de mes goûts. Selon mes goûts, c'est clairement pas ma littérature préférée. Mais je pense déjà de base que le polar, le roman d'enquête, le roman policier, etc. Je pense déjà de base que c'est pas ma tasse de thé plus que ça.
Donc c'est pour ça aussi que j'ai du mal à forcément trouver ça incroyable ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un peu mon avis là-dessus. Donc voilà, c'était une très bonne expérience et je suis pas du tout déçu d'avoir relu un Sherlock Holmes. Par contre, un troisième Sherlock Holmes, je pense pas que je vais en faire la lecture en live. En tout cas, pas tout de suite. Parce que, ouais. Là, pour le coup, je préfère lire d'autres choses que ça, pour le coup. Même si j'ai kiffé. Ouais, c'est ok, mais j'ai d'autres prios, on va dire. Donc voilà, c'est un peu mon avis. C'est un peu mon avis. Vous savez où est-ce que je le classerai dans la tier list. Bref, les amis, ça me fait très plaisir de replonger dans l'univers de Sherlock Holmes, avec beaucoup de nouveaux éléments quand même. C'est ça que j'ai bien aimé aussi. Beaucoup de nouveaux éléments du mythe que je ne connaissais pas dans ce recueil-là. C'est ça aussi que j'ai bien aimé, je pense. Beaucoup de choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Donc voilà, je vais pouvoir passer au moment, l'un des moments les plus dingues de ma vie en fait. Non, le mec qui vraiment a une vie pourrie. Mais l'un des moments que je trouve très agréable, c'est d'aller ranger le bouquin dans la bibliothèque. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je finis un live et que je range un bouquin dans une bibliothèque, je suis là, oh, c'est génial. Bref, le sentiment d'accomplissement est grand, très grand. Grand. Bref, c'en est terminé pour Sherlock Holmes le signe des 4. D'habitude, quand j'arrête une lecture, je fais une pause dans les lives. En gros, je saute un live de lecture, d'habitude. Ceci étant dit, ça fait que 2 semaines, grosso modo, que j'ai repris les lives. Donc je ne pense pas faire cette pause, je pense continuer directement avec une autre lecture, quitte à faire ensuite une pause au cours de la lecture à venir, parce qu'elle risque d'être très longue. Enfin très longue, un peu plus longue. J'hésite encore, c'est pas encore sûr à 100%, mais au vu de vos envies, je vous avais un peu laissé le choix. Et au vu de vos envies, de vos réclamations, j'ai l'impression que ça se tourne quand même en grande majorité vers Je suis un chat de Natsume Soseki. Donc, a priori, à partir de mardi 21h, nous partirons à la découverte de Je suis un chat de Natsume Soseki, que je ne connais absolument pas, que j'ai jamais lu. Et même plus loin que ça, je pense n'avoir jamais lu de littérature japonaise, si j'exclus les mangas, quoi. Donc ça risque d'être très différent et très intéressant, je suis assez curieux. J'ai l'impression d'une page. J'ai l'impression de tourner une... Ah d'accord, secrétaire. J'aime pas ranger un livre dans ma bibliothèque après l'avoir fini, j'ai l'impression de tourner une page. Je comprends le sentiment et le jeu de mots naze. Non mais ouais, c'est vrai que ouais, je comprends. Au-delà de ça, il y a vraiment ce sentiment parfois. Tu peux vraiment être deg d'avoir fini une lecture et de quitter des personnages, quoi. Je trouve ça hyper chiant parfois. T'en voudrais plus. Très très hâte de la prochaine lecture. Ah, bah ça fait plaisir. Allez, j'arrête d'allonger à l'infini c'est tout trop. Merci à tout le monde d'être passé. Vous êtes vraiment nombreux à être passés ce soir, donc ça me remplit de joie. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Je répète une dernière fois. Dimanche, 15h, dernier live de la semaine. Très certainement. Ça sera découverte de l'univers de League of Legends. Il y a moyen ce week-end qu'il y ait un live chaotique sur Sea of Thieves en compagnie de Walkirax, mais c'est pas sûr du tout, sinon ça sera dans la semaine prochaine de toute manière. Ça je vous le dis sur Discord, Facebook, Twitter, n'hésitez pas à m'y suivre comme d'habitude pour avoir toute l'actualité brûlante, n'est-ce pas? Dimanche 21h minuit, je serai disponible sur la place publique en vocal sur mon Discord. Si vous voulez parler, partager, jouer avec moi, il n'y a pas de souci, ça va être une soirée cool. Et puis écoutez, n'hésitez pas encore une fois si vous êtes sur YouTube à lâcher un like sur la vidéo si vous avez apprécié l'œuvre, si vous avez apprécié la lecture, le live. Si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à mettre un dislike. Peu importe votre appréciation, n'hésitez pas non plus à commenter, à partager la vidéo, à m'envoyer des messages en privé, tutti quanti. Bref,
Moi, ça me fait très plaisir et ça aide à développer la chaîne, encore une fois, c'est hyper important pour ça. Voilà, tout simplement, j'aime bien parler avec vous aussi. Bref, je vais pas à chaque fois refaire le couplet sur le pourquoi du comment tout cela est important, mais c'est pas juste important en mode allez, faites-le s'il vous plaît. C'est vraiment important. Bref, voilà. Je vais lui envoyer un petit send nudes en MP du coup, mais n'importe quoi. Ok les amis, sur ce, je crois qu'il se fait tard, je crois que les esprits s'échauffent. On va se quitter. Bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Ouais, je viens de dire la même chose là. Je vous envoie en raid chez Oda la Joie. Moi, je vais pas pouvoir la suivre parce que des gens m'attendent, pour être franc. Mais je vous envoie en raid chez Oda la Joie. Alors attendez, il faut que je l'écrive bien. Hop. Hop. Voilà. On se dit à dimanche dans le pire des cas de toute manière. Et puis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Bye bye.